Bonjour, ici Joanie Desroches, bienvenue à Pas sorti du bois. Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Hey, vous connaissez NAC et vous savez qu'ils ont les meilleurs produits sur le marché. Ça fait plus de 60 épisodes que je vous en parle. Je vous le dis, l'essayer, c'est l'adopter. Avec les barres Ultra Énergie, la poudre Ultra Recovery et les nouvelles gaufres qui sont tout simplement exceptionnelles, vous avez tout ce que vous avez besoin pour performer en sport d'endurance. En plus, NAC, c'est une entreprise 100% québécoise qui a les valeurs à bonne place. Écoutez, les produits sont éco-responsables et les emballages sont éco-responsables. Parle-moi de ça, une entreprise où les bottines suivent les babines. T'as le goût d'avoir 15% de rabais? Utilise le code promo pas sorti du bois sur le nacbar.com. PASSORTIDUBOIS. Merci NAC et bon épisode. Ouais, ben, on n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode de Pas sorti du bois. Je suis en compagnie de Joanie Desroches. Comment ça va, Joanie? Ça va super bien, merci. Ben écoute, le grand retour à Pas sorti du bois. Tu étais venu à l'épisode 24. Par contre, tu n'étais pas seul. Tu étais avec Julien Lachance, qui est ton amoureux dans la vie, qui est notre public pour aujourd'hui. Oui, voilà, il est là, il est présent. Mais là, on est là pour parler de toi, de ta saison 2021. Ça a été quelque chose d'assez exceptionnel à suivre, avec des hauts et des bas aussi. Puis je pense que ça va être intéressant de retracer ça puis de voir avec un peu de recul. On s'entend, le recul n'est pas gigantesque, mais il est là quand même. Mais avant qu'on entre dans le vif du sujet, parlons de bière. Qu'est-ce que tu bois, Joanie? Je bois une bière de La Souche, la Crie au Loup, donc une double New England IPA. Excellent. J'ai la même chose, mais une version un peu différente qui s'appelle aussi la Crie au Loup. Une double IPA DDH cryo, écrit exactement comme les courses cryo. Donc, après avoir parlé de ça avec mes deux invités de l'épisode de 64, c'était quasiment comme si c'était stagé. Donc, cheers à toi. Cheers! Merci d'être là. Juste pour le record, Julien a aussi une bière. Et comme Julien est un excellent skieur de fond, il a une fondeur, donc une nano IPA. On sait comment il est Julien quand il boit, fait qu'on lui a donné une bière à 2%. Nous, par contre, c'est un peu plus, hein? 8%, toi? Oui, 8%. On est capable d'en prendre. Exactement. On va s'en prendre une, par contre. Bon, fait que l'épisode 24, on avait parlé de ton parcours athlétique, de ton parcours en triathlon, de ce qui t'avait amené jusqu'à la trail avec ta première course officielle, je pense, qui était à Ricana en 2020. Oui. Le 65. On va pas revenir sur le passé parce qu'on a déjà jasé de ça ensemble, de tes Canada Women que tu as fait 3 ans en ligne, je pense 3 podiums consécutifs. Exactement. Les gens, retournez écouter l'épisode 24, vous allez entendre tout ce beau parcours-là, vous allez entendre aussi les niaiseries que Julien disait dans l'épisode. Il a aussi dit des choses sérieuses, on dirait qu'on arrête de le peinturer dans le coin et de dire que c'est le clown de service. Mais ça avait été vraiment un bel épisode à l'époque, on s'était jamais rencontrés en vrai. On était par Zoom en plein confinement. Un épisode de la Saint-Valentin sans le savoir. C'était comme il était sorti dans le même coin. Bref, c'était un concept peut-être à répéter avec un autre couple. On va laisser quelqu'un d'autre prendre le spotlight. Ouais. Donc, ben c'est ça. Allez écouter l'épisode 24. Nous, on va parler concrètement de ta saison 2021, mais j'ai envie qu'on recule puis qu'on reparte justement de l'hiver passé quand on s'est parlé. Tu venais de ressortir d'une première saison, en tout cas une première course de trail qui était le 65 km de l'Ultra-Trail Arikana. Tu avais terminé 5e femme. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment s'est passé ton hiver, ta préparation? Comment tu as bâti ton calendrier 2021? Oui, ben 2020, mon calendrier il a été basé sur une seule course, en fait. C'était le 125 km d'Arikana. Et le reste, c'était tout du dernière minute. OK. En fait, au départ, j'étais supposée refaire le Canadaman. Et c'est ce que j'avais dit à l'épisode 24, d'ailleurs. Mais je me suis rendu compte qu'avec mon objectif de 125 km, c'était un peu trop, puis je préférais focusser sur la course à pied que de continuer à faire du vélo puis de la natation. La natation, j'haïs ça faire ça. En gros, j'ai abandonné le Canadaman et je me suis dit que j'allais plutôt y être, mais en tant que support crew pour Julien qui le faisait cette saison-là. Qui lui faisait son premier triathlon. C'est le fun de voir que vous êtes comme rentrés dans l'univers de l'autre dans la même saison. Julien s'était essayé au triathlon. Toi, tu as fait une saison complète de trail. Le parcours, on dirait, pas classique, mais tu sais, QMT, Trail la Clinique du Coureur, Arikana, Bromont. J'ai comme l'impression que c'est
la saison classique de lancement de carrière en trail. Ouais, ben j'ai pas fait la clinique du coureur. En fait, j'étais supposée faire le 30 km, puis je me suis pété l'orteil sur le coin d'un banc de cuisine la veille, puis je pensais que j'avais l'orteil cassé, donc j'ai pas fait la course. C'était la première course de la saison pour bien du monde. La première course, même post-pandémie. Ouais. Ça commençait mal la saison. Ça a commencé mal la saison, mais bon, c'est des choses qui arrivent, là. C'est le karma, j'imagine. Fait que après ça, je me suis dit, on était en Gaspésie, de toute façon, la même fin de semaine que l'UTCC, l'Ultra Trail des Chic-Chocs. Et je me suis dit, tant qu'à aller courir là, ben on va aller faire la course. Donc, on s'est inscrit aux 43 km. Qui était plus 45-46, on s'entend. Et c'est une super belle course. Mais je sais pas si tu veux qu'on rentre dans les détails de la saison. Tout à fait, mais je reviendrai même plus tôt okay. La préparation pour cette première saison de trail-là, parce que tu as beaucoup d'expérience, je pense, en course sur route, mais aussi en triathlon. Ouais. Je suppose que tu avais une manière de t'entraîner, que là, il a fallu que tu changes un peu. Comme tu le disais, la natation, on peut laisser ça aller quand on n'aime pas ça, puis on n'a pas de triathlon qui s'en vienne. Ouais. Comment tu as préparé cette saison-là avec 125 km d'Arikana dans ton rétroviseur, ou en tout cas dans ta mire pour la fin de la saison? Comment tu as préparé en termes d'entraînement? T'avais-tu un coach? Ça ressemblait à quoi tes semaines? C'était quoi les objectifs? C'était quoi tes pics d'entraînement? Non, je n'ai pas de coach. En fait, j'ai comme abandonné le triathlon un peu parce que justement, j'avais plus envie de cette structure-là dans ma vie. L'hiver, j'avais envie d'y aller un peu selon la météo, selon qu'est-ce que j'ai envie de faire. Donc, c'est exactement ce que j'ai fait tout l'hiver. J'ai fait beaucoup de courses en raquettes, du ski de fond, vraiment beaucoup. Continuer à courir dans les sentiers, mais sans vraiment une structure. Fait que vraiment faire qu'est-ce que je veux quand je veux. Puis c'est sûr que je connais un peu les principes de l'entraînement, donc je sais qu'il faut progresser d'une certaine façon, il faut faire des cycles, des mésocycles de 3 ou 4 semaines. Donc j'y allais un peu comme ça. Fait que je connais les grands principes, je sais un peu quoi faire, mais j'y allais vraiment plus selon qu'est-ce qui me tente de faire. S'il y a des amis qui m'invitent à faire quelque chose une fin de semaine, j'ai pas envie de dire non, j'ai un training à faire en fin de semaine. Donc, t'as-tu trouvé que c'était libérateur, cette approche-là, qui est complètement différente de celle que tu semblais avoir pour le triathlon? Ah, tellement libérateur. Fait que non, c'est vraiment le fun. J'ai vraiment eu du plaisir. Mais j'ai quand même, il faut dire que j'ai quand même dealé avec beaucoup de petits bobos là, pendant toute la saison. Donc, c'est ça qui faisait varier mon volume d'entraînement un peu. Donc, si je pouvais pas courir autant que je voulais, je compensais avec le vélo, ski de fond, raquette. Pas raquette, mais vélo, ski de fond. C'est des bonnes alternatives. Puis on le sait que l'entraînement croisé, c'est quand même pratique pour la longue distance. T'as fait est-ce que tu travaillais en termes de volume, de week-end choc? Ou c'était encore là, c'était improvisation, mais quand on s'entraîne pour ces courses-là, quand on s'en va à l'extérieur, ça vaut la peine de s'improviser des week-end chocs? Oui, c'était en termes de volume beaucoup, parce que dans le fond, vu que j'avais des petites blessures à gérer, je devais vraiment fractionner mon volume dans la semaine. Donc, je faisais souvent des doublés, je vais aller courir le matin, le soir, puis je ne vais pas nécessairement faire des énormes sorties la fin de semaine, mais je vais répartir mon volume sur toute la semaine. Puis en nombre d'heures, mettons, de ta préparation cette année pour faire un 125, pour faire de la longue distance, versus ton nombre d'heures du temps où tu faisais du triathlon, est-ce que ça se compare ou c'était un peu moins? Étonnamment, c'est plus... Je faisais plus d'heures. OK, plus? Oui. Dans le fond, en triathlon, je faisais un peu moins d'heures, mais beaucoup plus d'intensité, donc beaucoup plus d'intervalles. Tu sais, en triathlon, tu fais toujours des intervalles. Tu fais des intervalles de vélo, le lendemain, tu vas faire des intervalles de course, après ça, intervalles de nage, etc. Donc, il y avait plus de volume, un petit peu moins d'intensité. Puis, est-ce que tu as quand même fait des intervalles? Oui, j'ai fait des intervalles, oui. Juste moins souvent. Oui, c'est ça. Mais pour les intervalles, on y allait plutôt avec qu'est-ce qu'il nous tentait de faire avec Julien. Lui, il est quand même coach de course à pied, donc c'est sûr qu'il savait il savait guider qu'est-ce qu'on devrait faire comme intervalle pour progresser. Puis est-ce qu'il a pu te conseiller aussi? Tu disais que tu n'avais pas de coach, mais dans la préparation de tes courses et tout, là, tu avais fait Arikana, tu avais une expérience de préparation de course, de taper, tout ça, mais à l'approche de tes courses, sachant que lui avait fait ces parcours-là, est-ce que c'était un aide de l'avoir comme ça au quotidien pour t'orienter? Oui, vraiment une grande aide, vraiment très grande aide. Mais, par contre, il faut quand même apprendre à se connaître. Tu sais, Julien, il est à côté, fait que je peux pas trop parler de lui.
Mais, tu sais, chacun est capable de prendre un certain volume, puis lui, il est incroyable, il est capable de prendre un volume incroyable sans se blesser. Moi, non. Donc, j'apprends un peu mes limites, là. C'est sûr que je suis toujours en train de flirter avec la ligne de j'en fais-tu trop, j'en fais-tu pas assez. Donc, j'ai vraiment appris à écouter les signaux que mon corps me donne. Puis oui, quand je vais me blesser un petit peu, je vais reculer, je vais faire autre chose. Donc, pour ça, j'ai vraiment appris à écouter mon corps, dans le fond. Puis je pense que c'est bien, justement, de ne pas avoir de coach pour ça, parce qu'on n'est pas toujours obligé de dire « Ah, ben donne-moi-en un peu moins » ou tu te sens mal parce que tu peux pas faire tes entraînements qui sont prévus au calendrier, mais non, c'est toi qui le fais ton calendrier, donc... Tu peux adapter comme tu veux. Ouais, c'est ça. Donc, revenons à la clinique du coureur, l'orteil cassé, pas cassé. Bon, c'était quoi le moral le matin, ou en tout cas, quand c'est arrivé à 24 heures du départ de ta première course, de ta première saison de trail? Ah, j'étais vraiment fâchée, là. J'étais vraiment fâchée, vraiment déçue. J'avais vraiment le goût de faire cette course-là, en plus, fait que j'étais vraiment fâchée. Mais le lendemain, j'étais très contente. Tu sais, j'étais allée en vélo, puis j'ai encouragé les gens, puis j'ai eu du fun, puis c'était bien correct. Mais c'est sûr que c'était un petit peu difficile de regarder sur Instagram les stories de tout le monde, puis de voir que tout le monde avait eu du fun entre elles cette journée-là. Puis moi, à ce moment-là, je savais même pas encore si mon orteil était cassé ou pas cassé. Donc, dans ma tête, c'était comme « Oh non, je pourrais pas courir pendant un mois », mais finalement, il était pas cassé. Donc, j'ai pu courir une semaine après. C'était correct, mais c'était dur sur le moral quand même. On le sait à quel point c'est frustrant aussi de se péter un orteil sur un coin. Tu sais, tu tapes des, je sais pas, centaines de kilomètres chaque semaine dans des trails techniques à descendre, tu sais, je veux dire, c'est le lieu parfait pour se péter à gueule. Puis non, c'est au moment où... Ben, ça, c'est le classique. Sentier technique, ça, tout va bien. Tu tombes dans une section roulante, tu te plantes dans la seule roche qui est dans la trail. T'sais. Oui, on va s'en parler de ça tantôt. Oh, intéressant. Par rapport à quelle course, ça? Bromont. Oh, OK, on y reviendra. Fait qu'après ça, Ultra Trail des Chic-Chocs, 43, qui est un 45-6. Je pense que c'est la beauté des courses en Gaspésie, hein, ce qui est écrit puis ce qui se passe pour vrai. Oui, c'est juste que je ne le savais pas d'avance. Ah, OK, c'est ça. Est-ce que les gens le savaient d'avance? Ou... Non, personne ne le savait d'avance. Puis moi, j'avais plus d'eau depuis vraiment longtemps. Fait que j'avais vraiment hâte d'arriver. Et comment ça s'est passé, ce course-là? Il paraît que c'était assez brutal. J'en ai parlé avec Anne Bouchard quand je l'ai reçu une deuxième fois cet été, mais il paraît que c'était boiteux, c'était difficile. Oh mon Dieu, la boîte. Oui, c'était vraiment difficile. Honnêtement, c'était... Ben, c'est les montagnes de la Gaspésie, là. Fait que ça vient avec toute la technicité du terrain, les grosses roches. C'est sûr que moi, je m'attendais à ça, les grosses roches puis les bouts de technique, mais je m'attendais pas à la boîte. Donc, la boîte, c'était quand même assez intense, là. On en avait jusqu'aux genoux, puis souvent, tu pilais quelque part, puis tu savais pas jusqu'à combien profond tu vas renfoncer. Donc, beaucoup de chutes, beaucoup de persévérance. C'était vraiment... Il fallait pas que ça te casse le mental non plus, là. Moi, à un moment donné, je me suis juste dit « Ah, ben ça va être ça, là. C'est pas grave, ça va lentement, puis je vais passer au travers à un moment donné. » Mais je sais qu'il y en a plusieurs qui ont eu de la misère mentalement avec ça, de continuer à avancer. Parce qu'il faut pas que ça te décourage. Il faut que... Ça va lentement pour tout le monde. Ça va lentement pour tout le monde. Mais tu sais, je veux dire, t'as fini première femme, 11e overall en 6h46. 45 km comparé à d'autres courses dans ce range de courses-là. Tu parles le 42 du défi des couleurs, les courses à Ricana. Ça se gagne en 4h quelques, même 3h quelques. Là, on parle d'une première place, première position dans un field qui était quand même très compétitif, surtout du côté des femmes. 6h46, c'est une longue journée pour 43 km. Hey, c'est long. Quand tu penses que c'est 43. Ah ouais, c'est incroyablement long. Ça avançait pas, mais en même temps, c'est tellement beau. Moi, j'ai vraiment eu du fun dans cette course-là. Là. Puis j'avais aucune attente. Là. Je suis arrivée là, puis je voyais ça comme un entraînement complètement. Fait que je suis partie derrière toutes les rapides, là, puis j'ai fait ma petite affaire. Puis à un moment donné, tu sais, c'est un aller-retour. Ben, il y a une partie aller-retour, en fait. Puis je croise Maïka et Marie-Maude, qui étaient première et deuxième. Puis là, Maïka, elle me crie « Hey, on va faire le podium ensemble! » Là, j'étais comme « OK, calme-toi, Maïka. » Peut-être pas, il y en a encore un gros bout à faire. Fait que là, j'étais comme « Ah, ben je suis troisième, finalement. » Donc, c'est cool, j'étais contente. Là. Puis, je continue à faire ma petite affaire. Puis, à un moment donné, ben je dépasse Marie-Maude et Maïka. Fait que
Puis là, rendu là, j'étais quand même contente d'être première, là, on s'entend. Fait que j'ai juste gardé le rythme, gardé ça en contrôle tout le long. C'est sûr que la descente du Mont-Albert est super le fun, là, super cool à faire, mais il fallait pas que je me plante. Là. Fait que... Une part de risque. C'est ça. Donc, j'ai gardé ça en contrôle tout le long, puis j'ai vraiment eu du fun. J'étais vraiment contente d'être première aussi. C'était la première course que je gagnais. Fait que... Point? En triathlon, ça n'est jamais arrivé? Non, parce que tu as eu des deuxième, troisième places et tout. Première, comme éternelle deuxième. Ouais, c'est ça. Ben, c'est arrivé, je pense, au Canada-Man, c'est quoi, 3 fois deuxième ou 3 fois derrière Lynn Bessette? Ouais, 1 fois deuxième, 2 fois troisième. OK, c'est ça. Bon. Ouais. Puis le fait que tu es arrivé avec une approche très décontractée de dire même pas une B-race, c'est une course d'entraînement, c'est pour le fun. Puis ça t'a servi de ne pas te mettre cette pression-là, de laisser le peloton partir vite, puis toi faire ton petit bonhomme de chemin. Ça t'a-tu orienté pour le reste de ta saison en termes de stratégie de course ou d'approche des courses? Oui et non, dans le sens que, par expérience, c'est toujours quand t'as pas d'attente que ça va le mieux. Mais c'est difficile à appliquer dans la vraie vie de ne pas avoir d'attente. T'sais. Tu dis toujours « Ah ouais, j'y vais, j'aurai pas d'attente », mais en réalité, c'est vraiment difficile de ne pas avoir d'attente. Encore plus quand tu as gagné des courses ou fait des podiums. Ouais. Et que moi, j'essaie toujours de me dire « Ah, j'ai pas d'attente, je fais ça pour le fun ». Dès que le chrono part, je race. Il y a un esprit compétitif qui est là, peu importe ce que tu te racontes avant. Là. C'est ça, exact. Ouais. C'est juste qu'il y a peut-être moins d'anticipation dans les jours avant, mais rendu, comme tu dis, sur le départ. Oui, mais à l'UTCC, j'étais vraiment pas dans le mode compétitif, par exemple, parce que c'est comme si peut-être que je sous-estimais mon potentiel un petit peu. Je savais pas que je pouvais vraiment être dans les premières. Là. Fait que c'est là que j'ai réalisé que, OK, mais je peux racer avec ceux qui sont en avant. Fait que oui, c'est une approche que j'aimerais avoir pour toutes mes courses, mais en réalité, c'est très difficile à appliquer. Je comprends. Puis après l'orteil cassé, pas cassé, est-ce que c'était comme satisfaisant, une petite vengeance de faire « OK, là, je suis de retour ». Tu sais, on s'entend, c'est quoi? C'est 3 semaines après, je pense? 2 semaines? J'ai aucune idée. Bref, c'est assez rapide quand même après cette histoire-là. Ça a dû te mettre en confiance aussi pour le reste de la saison. Oui, oui, vraiment. À quel moment le QMT était à ton horaire? Parce que tu disais qu'Arikana 125, c'était ta A-Race, ton objectif de la saison. QMT qui était supposé être en début juillet, qui a été déplacé mi-août. À quel moment ça a été ajouté à ton calendrier? Quand il a été déplacé, en fait, je pense que c'est après l'UTCC qu'on s'est inscrit, mais moi, je m'étais d'abord inscrit aux 50 km. OK. Parce que je m'étais dit, ça va être un bon entraînement, puis le lendemain, je vais refaire un autre entraînement pour le 125. Mais on avait fait un entraînement de reconnaissance au Mont-Saint-Anne avec Julien, puis ça avait vraiment pas bien été. C'était comme une mauvaise journée. En gros, c'est une journée que je me sentais pas bien. Puis en rentrant dans l'auto, Julien me dit « Je sais que c'est pas le moment de te dire ça, là, mais je pense que tu devrais faire le 80 au lieu du 50 au QMT. » Fait que là, j'étais comme « No way! Je fais pas ça. » Plus longue distance à vie, on s'entend? Ouais, c'est ça. Non, je fais pas ça. C'est sûr que je fais pas ça. Puis c'était quoi la réflexion derrière? Ben juste parce que ça ferait ma longue sortie d'entraînement avant l'Arikana. Genre de 2 tiers d'Arikana. Ouais, c'est ça. 3 semaines avant. Ouais. 4 semaines. 4 semaines, OK, il y avait 4 semaines. Ouais. Fait qu'on se dit, 4 semaines, c'est sûrement correct. Fait que là, l'idée était comme plantée dans ma tête, puis elle a fait son bout de chemin, et je me suis inscrite au 80, finalement. Ce qui était une très bonne idée. Ben, bonne et mauvaise idée en même temps. Puis le résultat, c'est une bonne idée, mais peut-être que ça allait impacter la suite. Bref, on y reviendra. Exact. Donc, QMT 50, paraît-il que ce matin-là, tu as eu un lift exceptionnel. QMT 80. QMT 80, oui. Donc, ce matin-là, tu as eu un lift exceptionnel jusqu'au départ, je pense. Ah oui, tellement. La blonde a quelqu'un qui s'appelle Yannick, je pense. Oui, on a été gâtés en termes de lift. En fait, la petite histoire, je pense que vous nous avez écrit 2 jours avant. Oui. Hey, vous vous rendez comment au départ? Parce que Julien faisait le 50. Fait qu'en termes de navette, puis lui va te porter, c'était pas idéal, compliqué. 50 et 80. Nous, on avait un Airbnb à Saint-Féréol ou même plus loin. Bref, on vous a dit, venez vous parquer là. Je pense que la madame du Airbnb va être d'accord. Elle était d'accord.
Ouais. Mais Puis blague à c'était chaud, part, cette ah nuit-là. oui, ça avait pas de sens. Nous, on dormait dans la van, puis on avait eu chaud, là, presque pas dormi la nuit. Là. Ah non, c'est ça, c'était quelque chose. Ça faisait 2-3 jours, même peut-être même plus, que c'était étouffant partout. Ouais. Est-ce que ça te stressait, cet aspect-là de chaleur pour la course? Pas vraiment. Non? Non. J'ai déjà fait beaucoup de courses à la chaleur, puis je gère quand même très bien la chaleur en général. Là. C'est plus le froid que j'ai de la misère. OK. Ben, la preuve est que tu as remporté le QMT 80. La chaleur, ça y fait pas grand-chose. Ouais. Ben non, c'est pas vrai que ça me fait pas grand-chose. C'est juste que je sais comment comment la gérer. Ouais, c'est ça. Fait que je sais qu'il faut adapter son pace, il faut adapter son hydratation, son alimentation pour ça. Puis c'est ça que j'ai fait exactement. Puis ça a bien fonctionné. Puis mine de rien, c'était une course préparatoire encore là pour le 125, mais ça reste que ta course préparatoire est ta plus longue distance à vie. Oui. Comment tu l'approchais, ce 80-là? Est-ce que la distance ou le temps sur tes jambes t'effrayait ou tu étais en confiance? Ah non, j'étais quand même en confiance, mais je voyais vraiment ça comme une longue journée dans le bois, comme pour m'entraîner. Puis, mais en même temps, je dis ça, mais tu sais, je vais essayer quand même. Là. Sûrement, mais quand Oui, j'ai c'est reçu Kim il y a 2 semaines, oui, qui était c'est assis ça. exactement là où tu es assise présentement, qui était sur le 110, qui l'a remporté. Ouais, Vous avez couru un bon bout ensemble, je pense, Ouais. puis vous étiez les deux en tête chacune de votre course. c'est ça. C'est un trip quand même le fun, j'ai l'impression. C'est quelque chose qui arrive pas si souvent, dépendamment des courses. C'est rare des Ben oui, distances tellement. différentes qui partent en même temps. Le 80 et le 110 partent en même temps de Petite-Rivière-Saint-François. Puis vous avez couru ensemble une bonne portion. Ça devait Ouais. être trippant quand même d'être en mode racing, mais pas avec celle que tu es en train de courir. T'es pas les deux ensemble en première place, puis Ouais, t'es c'est content ça. de courir, mais t'as hâte de savoir est-ce que je la race ou pas. Là, vous êtes les deux en tête, puis ça avance. Ça doit être le fun. Ouais, vraiment le fun. Mais en fait, la vraie histoire, c'est que je suis partie en avant parce que je me suis dit, la position, ça me dérange pas, mais je veux au moins savoir où est-ce que je me OK. situe. Fait que si tu pars en avant, tu peux C'est juste ça. compter qui te dépasse. Exact. OK. Fait que là, je suis partie en avant, puis là, j'ai vu Kim qui m'a dépassée. Puis elle montait parce que ça part avec la montée du massif, donc ça monte sur un moyen temps. Un bon 15 kg, 1000 mètres des plus d'une shot. tu sais. Exactement. Voilà. Donc, ça montait, puis Kim est super bonne en montant, puis elle avait ses bâtons. Donc, au début, l'histoire, c'est que je ne savais pas, moi, qu'elle était sur le 110. OK, tu pensais qu'elle était sur le 80? Oui. OK. Donc, j'essayais de suivre Kim. Donc, j'étais comme, ben je vais essayer de la suivre, je vais m'accrocher, mais après peut-être 1 ou 2 kilomètres, je me suis rendu compte qu'elle allait trop vite pour mon rythme à moi. Fait que j'ai comme abandonné cette idée-là. OK. Puis là, j'ai dit, ben je vais faire mon affaire. Puis là, j'ai continué à faire mon affaire. Puis un peu plus tard, dans le Sentier des Caps, j'ai rejoint Kim. Puis c'est là qu'on a fait un bout ensemble. Puis c'est là que tu as Puis appris là, qu'elle était sur le 110? c'est là, elle est venue me voir, elle a dit « Hey, t'as pas à t'inquiéter, là. » Parce que quand je l'ai dépassée, à un moment donné, j'arrêtais pas de regarder en arrière pour voir s'il était là. Mais là, elle m'a dit « Non, t'as pas à t'inquiéter, je suis sur le 110. » Petite délivrance. Oui, c'est ça. Puis finalement, les deux, vous aviez une longueur d'avance énorme sur les deuxièmes femmes. En tout cas, je sais qu'elle, je Ouais. ne me rappelle pas de toi, avec combien de temps tu as même remporté d'avance sur la deuxième femme. Mais Kim, je pense Une qu'elle est heure. arrivée au Mont, elle avait au-dessus de 2h30 Ah ouais. sur la... En fait, rendue en haut du Mont, elle savait qu'elle était suivie de près par une autre coureuse qui a abandonné au Mont. Donc, elle, à ce moment-là, elle avait 2h15, 2h30 Ah d'avance ouais. sur la troisième devenue deuxième. Dans ton cas, c'était... 1 heure d'avance. OK, quand même. C'était serré, mais pas... tu sais, c'est Ben, moins 1 stressant, heure sur mais... 11 heures, pas tant serré. Ouais, c'est ça. Non, mais dans le sens que 1 heure derrière, tu te dis, OK, c'est pas... Oui. C'est pas si loin sur 80 vrai. km. Elle, 2h30, quand il te reste 30 kg, je pense que ça peut être un peu plus C'est vrai. cool. Tu courais-tu en continuant de regarder en arrière sur le reste de la course ou sachant que tu avais cette avance-là, puis sachant que Kim t'avait pas à t'en soucier, c'était moins stressant? Non, je regardais pas en arrière. Ben, j'essayais juste de garder mon rythme, puis toujours de rester super efficace au ravito, puis de garder mon pace, mais non, je regardais pas en arrière. Tu sais, ça me dérangeait pas tant que ça, là, que quelqu'un me rattrape ou me dépasse, honnêtement. C'est sûr que oui, je voulais gagner, mais tu sais, je fais quand même ma course. Là. Ouais. C'est comme... À un moment donné, tu prends des risques si tu vas un peu plus vite, puis si tu te ramasses que tu dois marcher pendant 5 km. Là. Mais dans Mestachibo, par exemple, j'ai vraiment été découragée. Ah ouais? Ouais. Pourtant, à ce moment-là, il te reste entre
10, peu importe où. Ben, c'est ça, c'est le la fin de truc, ta course. Hein. C'est que c'est la fin de ta course, t'es comme « Ah, j'y arrive bientôt », mais non, t'arrives pas À la vitesse que bientôt. t'avances, c'est pas si bientôt. Hein. C'est ça. Les kilomètres, ils se passent pas vite dans le message. Fait que c'est là que t'as eu ton down de course? Ouais, j'ai quand même eu un down parce que ça avançait pas. Là. Après toute la course, on dirait que j'arrivais plus à mettre mes pieds au bon endroit. Non, ça avançait pas, mais après ça, ça a bien été. Là. C'était pas un si gros cru que ça, mais puis c'est là que j'ai croisé aussi René Hamel puis Audrey. Fait que ça, c'était vraiment le fun de les voir. Les deux qui ont fini première et deuxième du 100 miles. Oui, ils étaient ensemble, en fait. OK, à ce moment-là, oui, ben c'est ça qu'Audrey me racontait, qu'ils ont Mistachibo, même que Audrey avait peur parce qu'elle avait une petite avance dans le sentier des Caps sur René, mais René, c'est une fille du coin qui, Mistachibo, elle le connaît comme le fond de sa poche. Fait que je pense qu'elle avait peur de René derrière elle. Là. Oui, c'est ça. Puis j'ai couru un petit peu avec René, puis elle m'a dit je pense qu'Audrey, elle va l'avoir, là, elle va gagner. Là. J'étais comme hey, René, genre. Il reste un gros bout de chemin. Là, René, dans toute sa bonté, c'est tellement une personne exceptionnelle. Ah, tellement. Moi, j'avais reçu au podcast, puis j'avais eu l'impression, on parlait beaucoup de méditation, j'avais l'impression que la discussion elle-même, c'était une méditation. Elle parle tranquillement, puis elle s'exprime, puis elle explique les choses, puis elle a une perspective de la vie. Bref, on va faire un épisode hommage à René, mais c'est vraiment une personne extraordinaire. Vraiment, vraiment. Une de mes idoles de la trail. Salut René. Salut René. Donc là, victoire au QMT 80. C'est quoi le feeling d'arriver? On sait qu'au Mont-Saint-Anne, on entend l'arrivée quand même un bon 2 km avant, là, de fin de la Mistachibo, quand tu montes, quand tu es la portion d'asphalte. C'est quoi le feeling? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Hey, j'étais tellement contente. Là. J'étais vraiment heureuse cette journée-là de gagner, mais aussi d'avoir fait la course. Ma mère était là, ma soeur était là. Ils ont fait mon crew à Saint-Tite. Fait que mon chum aussi était là. Donc, à Saint-Tite aussi ou? Non. OK, c'est ça, à la fin. Oui, c'est vrai, oui. Il est venu me rejoindre de justesse. T'avais eu le temps de finir, puis ça s'appelle que Julien faisait le QMT 50. Oui, c'est ça. Donc, de justesse, je l'ai vu à Saint-Tite. OK. Il est venu me voir, fait que c'était vraiment le fun. Puis, j'étais juste vraiment contente d'arriver puis de gagner la course. Puis, j'étais vraiment contente qu'il y ait une banderole aussi. Juste le feeling de prendre la banderole puis faire « Yeah, j'ai gagné », mais c'est vraiment le fun. C'était super le fun. Fait que l'éternel deuxième qui gagne 2 courses en ligne, ça devait être bon pour le moral aussi. Vraiment, ouais. Puis après... je me sens toujours un peu comme « Oui, j'ai gagné, mais c'est parce que nanana, mais non, j'ai gagné. » Tu t'auto-cherches des raisons. Ouais, c'est ça. Ça démontre ton humilité, mais je pense que tu peux le prendre. C'est une course extrêmement difficile que tu as faite dans un temps vraiment très rapide. Dans le contexte de la chaleur et tout, mais je veux dire, si on compare avec l'année précédente, l'année 2 ans plus tôt, la seule autre année où il y a eu ce parcours-là, c'est un temps extrêmement compétitif. T'as beau trouver la raison que tu veux de dire « Ah, il n'y avait pas telle coureuse. » Check le temps, compare avec les autres années, prends-le. Puis il y avait plus de trails. C'est ça. Qu'avant. Exact. Puis c'est ce qui a amené aussi, je pense, Reed Cool-Acid qui a gagné le 110, qui est un marathonien olympique canadien, qui, paraît-il, en fait, on le sait tous qu'il s'est perdu, il a fait 10 km de plus, il a fait 120 km, mais paraît-il que c'est parce qu'à un moment donné, il a suivi sur sa montre, il avait rentré le QMT 110 de 2019. Ah, ouais. Puis en haut du massif, ils ont remplacé beaucoup de sections de gravel / route de bois, où on s'entend que tu peux rouler, puis pour un gars de même, il doit rouler à 3,30, mettons. Que là, ils ont remplacé ça par, en parallèle, des petites routes sinueuses qui ont été coupées une couple de jours avant la course, en haut du massif. Puis même avant d'arriver à Saint-Tite, avant, paraît-il, que tu courais comme tout le long de la route. Ça. Là, c'était en parallèle, dans le sentier. Puis lui, c'est ça qui est arrivé. Je pense qu'il a suivi sa montre et non les flags. Puis il a fait 10 km de trop. Puis il a gagné pareil, mais ça, autre sujet. Mais effectivement, c'est ça, cette année, il y avait plus de trails. Puis c'est tout à l'honneur du QMT d'avoir voulu remplacer les quelques portions roulantes puis nous mettre ça plus tough. Oui, mais merci, Jean. Moi, je m'attendais pas à ça. OK. Que je m'attendais à ce qu'il y ait quelques routes vraiment plus roulantes, puis je suis arrivée en haut du massif. Justement, quand on sort du petit sentier... du ravito, là? Ouais, fraîchement coupé, là. Tu penses que tu t'enlignes là-dessus pour longtemps, mais c'est pas long. J'ai croisé Marco Bédard, puis il dit « Ça va? Ça a l'air de bien aller. » J'étais comme « Ouais, mais j'avais hâte de sortir de ce bois-là. » Là. Il dit « Dis-moi pas ça, je vais perdre ma job. »
On salue Marco, qui Ouais, est je sais pas c'est quoi son titre, le directeur du balisage, en tout cas des parcours Exact. du Québec Mégatrail. Puis, ben, en fait, c'est ça, comme coureur, quand t'es dedans, ça peut être frustrant quand tu t'attends à plus de portions roulantes. En Mais vrai, c'est beau. Ben oui, puis c'est ça, des sentiers hyper sauvages qu'on était les premiers à emprunter probablement, là, avant de rentrer dans le sentier des Caps, là. Non, c'était super beau, là. C'est juste qu'on s'attendait pas à ça. Quand tu t'attends à pouvoir rouler un petit peu, C'est ça. c'est un peu tannant. Fait qu'entre le QMT puis le 4 semaines plus tard à Ricana, t'as fait le trail du Cap Tourmente. Ah ben oui, j'ai fait ça. T'as squeezé ça à travers, une décision de dernière minute. Ouais. Oui. C'était une décision? Ah oui, c'était prévu en juin, c'est ça. La date avait changé. Puis ça tombait finalement une semaine avant Arcana. Et je me suis dit, c'est un 18 km. Une bonne dernière longue. C'est majoritairement descendant. Ça va juste être une bonne intensité. Puis encore là, je suis partie avec l'idée, je vais y aller mollo. Ça n'a pas marché. Non? Non. C'est laissé emporter par Sarah qui est partie vite? Ben non, mais j'ai pas essayé de suivre Sarah. Je suis pas capable de suivre Sarah. Mais j'étais quand même deuxième, puis j'avais le goût de courir, là. Fait que j'ai couru vite. Un 18K qui est assez roulant. Tu l'as dit descendant. Je pense que c'est un peu plus sentier au début. Vous arrivez à Cabane à sucre. Moi, j'étais là comme bénévole. Oui, c'est ça. On servait du sirop d'érable. Ça, c'est une histoire vraiment le fun. Le monsieur qui possède cette érablière-là, on est arrivé, nous autres, avec le kit du trail du Cap Tourmente qui nous donnait, mettons, des briques. Il y avait plein de trucs pour les coureurs. Puis il dit non, range tes briques, on va servir mon sirop d'érable. Le monsieur prêtait son terrain, avait donné un accès à la course. Puis moi, j'étais avec Jean Fortier qui s'occupait de la sécurité pour la course. Puis on range les briques, puis le monsieur nous sort des cannes de sirop d'érable, puis il sert des verres à shooter de sirop d'érable, de son sirop d'érable. Fait que le ravito, là où les coureurs passaient, buvait le sirop d'érable de la place. Bref. C'est donc bien cool. Le monsieur était malade. C'était vraiment un monsieur charmant qui avait sa petite cabane à sucre, puis son petit lac qu'il avait ensemencé. Puis il était bien heureux de voir des coureurs passer. Mais c'est vraiment cool pour vrai, cet événement-là. Là, c'est super beau comme place. On passait justement dans des terrains privés que t'as pas la chance de passer là sinon. Puis c'est super beau. C'est vraiment un bel événement. C'est le fun d'aller vite, honnêtement. Tu vas rarement vite quand tu fais des 80, des 60, des 120 km. Là. Fait que c'est quand même un bon feeling d'essayer de pousser ça sur 18 km. Un 18K que Julien qui a fini deuxième, je pense. Oui, aussi. Anecdote encore, je pense que tu étais quand même le favori. Puis en tout cas, nous autres, comme bénévoles, on était comme, OK, on regarde, sûrement Julien va passer en premier. Puis on est au ravito, je pense, du 6 au 7e kilo. Fait que c'est quand même début de course. Puis il y a un gars qui passe, qui a vraiment pas l'air d'un coureur dans le sens où il va vite, il court, mais il y a un camelback qui shake. Comme j'ai jamais vu un camelback shaker de même. J'ai l'impression qu'il a pris celui de son père qui pèse 100 livres de plus que lui. Écoute, ça se promenait de tout bord, de tout côté. On était comme, my God, c'est qui ce gars-là qui va vraiment vite, qui passe premier? Puis il y avait une bonne avance à ce ravito-là sur le reste du pack. Avec un camelback qui, clairement, c'est pas quelqu'un qui fait beaucoup d'événements. En tout cas, c'est pas de quoi qu'on voit souvent dans des courses de trail. Sur le peloton d'en avant, un camelback. Finalement, c'est ce gars-là qui a gagné. Ben oui. Impressionnant. Mais c'était un jeune, je pense. Oh oui. Il y avait des gants de l'eau de montagne. Oh oui. Gants de l'eau de montagne que Julien dit. En même temps, bref, une belle surprise, c'est le fun. C'est vraiment cool de voir des jeunes courir entre elles parce que, tu sais, veux pas... on est quand même une communauté quand même assez vieille. Ben, je dirais pas vieille, mais tu sais... On a quand même... la majorité a plus de 30 ans, même plus de 40 ans. Mais c'est souvent un sport que les gens... En tout cas, beaucoup de gens que j'ai rencontrés l'ont découvert sur le tard. Des coureurs sur route, des coureurs de cross-country, peu importe le niveau. Puis la trail, à un moment donné, tu le découvres, puis c'est rare que les gens en repartent. Mais c'est le fun d'avoir vu cette année plein de révélations comme ça. On s'en parlait avant l'enregistrement, on était impliqués, Julien et moi, dans la Racine d'Or, le gala. Puis il y a une catégorie qui s'appelle la jeune pousse, où c'est la révélation de l'année ou la recrue de l'année qui a eu une première saison de trail. Puis ce matin, on terminait les mises en candidature, j'ai reçu les résultats, puis avec l'équipe, on classait ça. Puis il y a tellement de noms qui sont sortis, puis tous des noms vraiment jeunes, tu sais, quand on parle, ben toi, tu fais partie des jeunes pousses. C'est juste que t'as un parcours... C'est pas à cause de mon âge. Mais non, mais t'es quand même jeune. Mais je veux dire, t'as un parcours avant. Mais tu sais, des jeunes comme tu parlais de Sarah Maud, tu parlais de Maïka... oui, excusez. De Marie-Maude, de Maïka, Mélodie Gilbert. Tu sais, il y a eu plein de... Christopher, cette année, tu sais, je veux dire, il y a super saison. Donc, c'est le fun de voir des jeunes qui arrivent, puis qui sortent de l'université ou qui sont encore des coureurs, coureuses universitaires.
Puis ça va être dangereux dans les prochaines années. Là. Ça va aller vite. Oui, c'est ça, vraiment. C'est même le fun de voir des jeunes. Tu sais, je voyais Ray Zahab là, qui court avec ses filles qui sont super jeunes, qui courent entre elles, qui courent super bien. C'est vraiment le fun de voir ça, des jeunes qui sûrement qui vont devenir super bons là, s'ils commencent tôt. En tout cas, les Zahab, je pense que ces filles ont de la graine de champion parce que Ray, c'est tout qu'un coureur. Ah, mais ça. Mais c'est le fun parce que je pense que ça, c'est une preuve que la communauté s'agrandit, que le sport gagne en popularité. C'est quand c'est plus juste du monde qui découvre ça sur le tard, comme c'était sur le tard, je veux dire, fin vingtaine, début trentaine, c'est pas sur le tard, mais des jeunes performants qui veulent faire de la trail à 20 ans, c'est assez rare, tu sais. Oui, c'est ça, exact. Moi, j'ai eu la chance de faire le QMT 6 le lendemain du QMT 110, qui, moi, dans mon cas, était un QMT 80. Mais j'avais promis à ma soeur que je faisais ça. Puis, je veux dire, autour de moi, un QMT 6, c'était beaucoup des jeunes. C'est pas une course pour enfants, là, c'est pas un 2 km, c'est des adolescents. Mais écoute, des solides coureurs. Sur 6 km, là, ça roulait vraiment. Puis, beaucoup des jeunes. Je veux dire, il y en a une qui nous a dépassés et qui pense Salomon des pieds à la tête. Puis j'ai dit, hey, toi, t'es comme une petite Anne Champagne. Elle dit, hey, c'est mon idole. Puis elle a commencé à courir à 4 minutes 10 kilos dans le sentier. J'ai comme, elle était comme identique. Ah ouais. Quitte Salomon des pieds à la tête. Puis je ne peux plus m'empêcher de dire, crème, une future Anne Champagne. Puis elle dit, hey, c'est mon idole. C'est donc bien c'est malade. cute. T'sais, ça, c'est malade comme histoire. Ah, j'aime tellement ça. Tu sais, cette petite fille-là de 10-12 ans, dans 7-8 ans, ça se peut qu'elle clenche bien du monde, là. C'est ça, c'est mais le fun, c'est quand même rare qu'on parle à des gens de notre communauté puis qu'ils disent « Ah ouais, j'ai commencé à faire de la trail à 15 ans, tu sais. » Fait que, non, c'est cool. Je pense qu'il va y avoir des solides coureurs de trail dans les prochaines années. Exact. Donc, QMT 80, victoire. Cap Tourmente, une deuxième place solide sur le 18K. Semaine suivante, ton objectif de la saison, le Trail Arikana. Comment ça s'est passé? C'est une longue histoire. Il y a beaucoup de choses à dire, mais... On a le temps, c'est un podcast. Ouais. Il n'y a pas de limite de temps. Mais ça s'est pas bien passé, en gros. Mais l'histoire, c'est que... en gros, je suis partie. J'étais vraiment heureuse de faire la course, là. Premièrement, j'étais comme vraiment contente d'être sur le départ avec tout le monde. Puis, tu sais, le départ est à la ZEC des Martres. Puis moi, j'ai un chalet familial dans la ZEC des Martres. Puis j'ai passé mon enfance là. OK. Fait que c'était comme vraiment significatif pour moi. Fait que j'étais super contente d'être là. Stressée, prête pour affronter une grosse journée. Puis prête pour affronter n'importe quel défi qui se présente à moi. Mais j'ai commencé, puis ça a comme commencé bizarrement, là, mais en gros, ça a commencé, puis après ça, Anne, on a croisé Anne, j'étais avec Marie-Ève Pellan, puis on a croisé Anne qui filait vraiment pas, là, elle filait vraiment pas, elle pleurait, fait qu'on s'est arrêté avec elle, puis on a essayé de la consoler, puis elle est repartie avec nous. Mais tu sais, ça a commencé juste un peu bizarre. Au début dans la ZEC des Martres. Oui, au début dans la ZEC des Martres. Fait que là, finalement, ben je continue un petit bout toute seule. Puis je fais mes affaires, mais je sentais que c'était pas une top journée pour moi. Tu sais, des fois, on le sent comme au début, là. Fait que je sentais que c'était pas une top journée, mais je me suis dit, c'est une longue journée, ça va passer, fais juste t'échauffer, tu sais, peut-être qu'après 1 heure, 2, 3, 4, 5, 10, ça va mieux aller. L'avantage des longues distances, c'est que t'as plus de temps pour que ça se replace. C'est ça, exactement. Donc, j'avais encore confiance, mais ça s'est jamais vraiment replacé. Donc, après comme 15-20 km, j'avais mal aux jambes, là, comme si je venais de faire 60 km. OK. Fait que c'était vraiment pas des bonnes sensations du tout. Donc, ça allait pas si bien que ça. Finalement, sur le top du Mont des Morios, j'ai rejoint Kim. OK. Parce que tout le monde était vraiment parti vite au début, puis moi, je refusais de partir à cette vitesse-là. Donc, je rejoins Kim. J'étais vraiment contente de rejoindre Kim parce que j'étais toute seule depuis un bout. Puis là, je me suis dit, je vais essayer de faire un bout avec Kim, puis je vais essayer de faire la nuit avec Kim, fait que ça va m'encourager. Fait que là, descends les Morios, un petit peu trop vite à mon goût, mais bref, descends les Morios. Et après les Morios, commençait à faire nuit, puis je me suis mis à avoir vraiment très mal à la cheville. OK. Il y a un tendon qui a décidé que ça ne tentait plus d'exister. Oups! Ouais, mais des fois, ça passe. Fait que je me suis dit, ça va peut-être juste passer. Mais, c'est une douleur que tu avais déjà eue avant? Ou? Jamais. OK. Ah, ouais. Jamais.
Donc, c'est ça, mais ça faisait juste empirer, donc ça devenait un peu inquiétant, là. Je me disais, ben si je continue à courir... J'arrivais même pas à courir les descentes, en fait, là. Fait que là, je me suis dit, bon, je vais marcher les descentes, c'est correct, mais bref, ça allait pas bien. Puis là, la nuit est tombée, puis j'ai jamais vraiment couru la nuit. En fait, j'ai couru comme une fois la nuit, puis avec quelqu'un, donc c'était avec Marie-Ève Pelland. Salut Marie-Ève! Donc, j'étais juste dans un mood vraiment stressé. J'étais vraiment comme pas en confiance, pas zen du tout. J'étais pas dans un bon mood. En gros, j'avais pas de fun pantoute. J'avais pas de fun, j'avais mal à la cheville. J'étais comme, ben là, ça fait même pas... ça faisait 40 km ou 50 km que je courais, puis ça allait déjà vraiment pas bien. Fait que j'étais comme, c'est beaucoup trop tôt, là. Ça va... Fait que à ce moment-là, j'ai décidé que j'allais abandonner parce que... T'étais où à ce moment-là, 40-50? J'étais juste avant... Avant les Hautes-Gorges, dans le fond. Dans le juste avant les stretch. Hautes-Gorges, ouais. Je sais c'est quoi la deuxième montagne après le Montréal? C'est la... Il y a Noyer. Là, c'est ça, exact, la Noyer. Ouais, c'est ça, dans la Noyer. Puis j'étais toute seule tout le long, fait que c'était vraiment difficile. C'est pas un bout qui est le fun, tu sais, il est challengeant comme section, mais c'est pas, tu sais, la Noyer, tu fais des portions de route de bois, tu bifurques dans le sentier, tu reviens, puis j'imagine pas de nuit, tu sais, moi j'étais bien de jour quand je l'ai faite il y a 2 ans, mais de nuit, ça doit pas être une section qui est, tu sais, tout seul, quand t'as un peu mal à la cheville, il y a pas de chance que la beauté du paysage te donne le goût de continuer. Non, vraiment pas. Puis c'est ça qui est drôle aussi, c'est que tu dis, est-ce que, mettons qu'il avait fait super beau, puis qu'il y avait eu des super beaux paysages, puis que j'avais été avec quelqu'un, est-ce que j'aurais autant senti ma cheville, mettons? Tu sais, des fois, tu sais pas si c'est ton mental qui a lâché ou ton corps, ou les deux en même temps, ou tu sais, l'œuf ou la poule, on sait pas, là. Puis étant seul, t'as juste ça à penser aussi. C'est dur de exactement. chasser une douleur quand t'as pas quelqu'un qui te raconte quelque chose, ou quand t'as pas tu te dis, je vais monter, mais moi en haut, je vais voir quelque chose, là, t'es dans la pleine nuit, là. Ouais, c'est ça. Fait que c'était vraiment dur physiquement puis mentalement aussi. Fait que j'avais vraiment pas de fun. Puis tu sais, d'habitude en sentier, j'ai vraiment du plaisir. Tu sais, je sais pas si vous voyez mes photos, mais j'ai toujours le sourire parce que j'aime vraiment ça, être dans le bois puis courir en sentier. Mais là, j'avais aucun plaisir, là, zéro plaisir. Fait que j'ai décidé d'abandonner Haute-Gorge parce que Julien, il m'attendait là en plus. Fait que j'avais soit le choix de continuer à courir 60 km dans le noir ou aller me coucher dans ma vanne. Les Hautes-Gorges, je pense, cette année, ça a été... Je pense que chaque année, c'est une place où beaucoup de gens abandonnent. C'est les mi-parcours, pour ceux qui connaissent moins. Puis c'est la première fois que tu vois de la civilisation après le départ. Puis c'est la dernière fois que tu vois de la civilisation avant la fin. C'est ton seul moment... urbain, c'est pas le bon terme, mais où il y a des services, puis où il y a du signal, puis où il y a quelque chose, un peu de vie. Mais de nuit, ça doit être encore plus tough. Puis tout le monde se posait la question à Maricana. Moi, j'étais à l'UTHC TV dans le chalet, puis tout le monde se questionnait, est-ce que la nouvelle heure de départ en après-midi va être plus difficile ou plus facile? T'sais, avant, ça partait à 2 h du matin. T'as une demi-nuit, même pas. T'as le jour, puis la plupart des gens qui sont pas élites ont une deuxième demi-nuit. Tu peux finir jusqu'à 2 h du matin. Là, t'as une nuit complète. Tu pars en après-midi. Le moment que tu arrives aux Hautes-Gorges, moi, je me rappelle, il était 13 h, c'est le party. Là. C'était le gros party aux Hautes-Gorges. Ton crew est là. Je veux dire, c'est en plein jour, il fait soleil, ça motive. Quand il fait gros soleil, 12 degrés, ça va être c'est un beau moment. Là, tu arrives aux Hautes-Gorges en pleine nuit, puis ça a été, moi, on suivait la course, puis on faisait J'étais avec Nicolas Fréret à ce moment-là, puis toutes les élites, les premiers coureurs, les premières coureuses passaient aux Hautes-Gorges, puis c'était excusez le terme, une boucherie. Là. Je veux dire, tout le monde arrêtait là. Puis... Mais c'est tough parce que c'est mental aussi que si t'as pas un ravito 10 km plus loin, puis tu peux te dire, je vais me laisser la chance de réessayer un petit 10 km de plus. 10 kilos, même si ça va mal, ça prendra 2 heures. Dans 10 km, là, si tu pars, t'as un ravito dans 25 kilos, puis après ça, t'as un autre 22 kilos sans ravito. Ouais, c'est ça. C'est challengeant, là. Ça. Puis c'est ça que exactement ça que je me suis dit. Puis Julien, lui, faisait pas mon crew tout le long de la course parce que lui, il courait le lendemain le 42 km. Donc, moi, si je décide d'abandonner au ravito suivant, là, je passe la nuit là, puis j'ai une ride en 4 roues, puis je sais même pas comment je vais me rendre à ma vanne. Non, c'est ça. Genre au parking du Mont-Grand-Fond. Il y a un ravito après 25 kilos, je pense que c'est les Coyotes. Oui, c'est ça. Puis tu sais,
t'es loin. Là. Si tu te fais évacuer au Coyote, prépare-toi une belle ride de 4 roues. Oui, exactement. Donc, c'est pour ça que j'ai pas reparti des Hautes-Gorges. Mais en effet, l'ambiance était spéciale aux Hautes-Gorges. C'est comme vraiment pas le party, là. C'était comme... Tout le monde arrivait là et était comme en mode survie un peu, là. Puis il en reste longtemps. T'as la moitié, c'est que la mi-parcours. Puis mentalement, c'est tough aussi de te dire. Parce que c'est sûr qu'un ultra après 60 kilos, peu importe si tu fais un 100K, un 100 000, un 200 000, après 60K, tu sens tes jambes, tu sais. Oui, c'est ça. Mais là, il te reste plus de la moitié. Il te reste la moitié du dénivelé. Il te reste la moitié... Tu sais, c'est assez bien balancé comme parcours où ton moment le plus tough, c'est les Morios en termes d'inclinaison, mais il te reste autant de dénivelé, c'est la deuxième moitié. Ouais. Puis pas de ravito, là, je veux dire. Non, en plus, c'est ça. Tu repars sur 45 km avec au point milieu un ravito où tu peux pas trop abandonner parce que t'es profond. Fait que c'est dur sur le mental. Puis je pense que, en tout cas, on verra avec les années, mais j'ai l'impression qu'après 5 ou 6 éditions avec le départ de nuit, là, le départ de jour, cette année, en tout cas, la preuve a été faite que c'était peut-être probablement plus challengeant. Je veux pas me commettre là-dessus, c'était une édition. Mais il n'y avait rien de particulier cette année. C'était pas plus difficile à cause de la pluie ou du froid. C'était une année il faisait beau, standard. C'était la meilleure température. Le taux d'abandon était le même que les années précédentes, alors que tu avais 29 heures au lieu de 25. Ouais. Puis il y a eu beaucoup d'abandon la nuit du côté des élites. Ça a été assez, assez brutal. Là. Ouais, ben je pense que moi, j'aime... Ben c'est dur à dire parce que je l'ai jamais fait, là, mais je pense que j'aimerais beaucoup mieux partir à 2 heures du matin. Parce que t'as quand même la majorité de ta course qui est de jour. Ah, tu fais une journée pleine. Hein? Ouais, c'est ça. Tu sais, quand tu retombes dans la nuit, tu sais, moi, j'ai fini en 21h, fait il y a du monde qui sont passés un peu plus tard, mais tu sais, quand tu retombes dans ta nuit, t'es déjà en mode, il m'en reste pas tant. Tu comptes déjà à reculons. Tu sais, moi, j'ai toujours un moment dans la course où j'arrête de compter, je suis rendu au 60e, puis je compte, il me reste 20. Ouais. Je switch mon calcul, je compte à rebours. Au moment que tu tombes dans la nuit, tu es déjà à rebours, tu sais. Exact. Alors que là, une nuit pleine, c'est longtemps. Ouais, fait que beaucoup d'apprentissage sur cette course-là. Ben, c'est correct. Souvent, on dit souvent qu'on apprend plus sur... Est-ce que tu penses que tu aurais dû faire plus de courses de nuit? Certainement. Ouais. J'aurais dû faire beaucoup plus de courses de nuit. Beaucoup plus de courses de nuit, mais c'est ça. Je me disais, ben si je cours la nuit, disons que c'est la fin de semaine, ben c'est comme si je scrape un peu ma fin de semaine, mais c'est pas grave, je vais le faire. Je vais le faire pour le côté mental, c'est important, puis pas courir toujours avec quelqu'un la nuit, y aller toute seule la nuit. Fait que oui, c'est sûr que je vais le faire si je me réembarque dans des aventures comme ça. Est-ce que c'est le but? As-tu une vengeance à aller prendre sur cette course-là? Oui. Oui? Oui. Parce que là, c'est ça, on le dit depuis tantôt, c'était ta course objectif. Tu as commencé ta saison en pensant au 125 Arikana. Des belles victoires entre-temps. Là, tu arrives à ton jour J, puis ça se passe pas. Qu'est-ce qui se passe le lendemain? Je veux dire, la particularité aussi cette année, c'est que le vendredi, je veux dire, tout ton samedi-dimanche, tu étais à Arikana dans l'effervescence de la foule, dans un mode peut-être plus difficile? Oui et non, dans le sens que j'ai vraiment eu une belle fin de semaine, là, parce que j'étais là toute la fin de semaine, puis je connaissais tellement de coureurs. J'ai pu voir Julien arriver du 42, de ses 2,42. J'ai pu voir toutes mes amies faire le 65, 80, toutes les courses d'Arikana, puis j'avais plein de monde que je connaissais sur le site. Une chance que Ray était là avec son café parce que j'en avais besoin. Mais non, honnêtement, j'ai eu une super belle fin de semaine. Ce qui était plus difficile, c'est que tout le monde que je croisais me demandait qu'est-ce qui s'est passé. Puis là, il fallait comme que j'aille une raison pour avoir abandonné la course. Puis le jour d'après, c'est quand même dur de mettre le doigt sur quelque chose. Là. C'est comme... Pourquoi j'ai abandonné? Ben parce que j'ai abandonné. Ça allait pas. C'était pas ma journée. Il n'y a pas toujours une raison dramatique d'une cheville virée puis le sang qui gicle. Ça peut juste être plein de facteurs. Dans ton cas, j'ai l'impression que c'est ça. Il y a plein de facteurs puis c'est une bonne décision. C'est toujours une bonne décision. Des fois, avec du recul, il y a plein de coureurs, des coureuses qui m'ont dit « Ce DNF-là, je le ferais peut-être différemment, mais c'est facile avec du recul. » Moi aussi, des fois, je me questionne. Le QMT, j'aurais-tu dû me botter le cul? Puis... Ouais, c'est dur. Mais non, à ce moment-là, ça faisait 30 km que je voulais mourir. Fait que fuck off, j'arrête. Je veux dire, il y a un moment où... Oui, c'est ça. Quand c'est la bonne raison. Il n'y a pas de mauvaise raison d'abandonner. Non, c'est oui, ça. Avec du recul, toi, personnellement, tu peux te dire « J'aurais dû la finir, cette course-là. » Mais concrètement, dans le moment, quand tu prends ta décision, ben regarde, c'est ça. Puis une fois que tu as donné ton dossard, tu peux pas revenir. Fait que faut que les regrets, puis on avance. Là.
Oui, oui. Mais tu sais, en réalité, j'aurais pu finir cette course-là en marchant. C'est ça le truc. Quand t'as fait généreux, mais t'aurais-tu du fun? Ben, c'est ça, la question, c'est que pour moi, tu sais, c'est pas une longue randonnée, là. C'est une course. Exact. Fait que moi, marcher pendant 60 km, honnêtement, ça me tentait pas en tout. Mais c'est parce que ça va te prendre, tu sais, je veux dire, c'est... Oui, mais il y a du monde qui le font, là. Puis tout à fait, puis c'est correct, mais ils partent peut-être avec un objectif dans ce sens-là, Oui, c'est aligné avec ça, tu sais. Quand t'es mindé pour une course qui aurait pu prendre 18, 20, 21, peu importe, là, 29, puis c'est pas contre les gens qui le font en 29, c'est juste dans ton mode, 60 km à pied, ça aurait été une maudite longue journée. Ah oui, vraiment. Exact. Mais peut-être que ça aurait été une belle expérience. Mais moi, il y a de quoi que ton chum m'a dit, parce que vous étiez venu souper 2 semaines après le QMT, une semaine après le QMT, puis j'avais dit que, tu sais, moi, ma raison d'abandon, il y en avait plein, j'avais un coup de chaleur et tout ça. Puis, je me disais, moi, ma course A, c'est le Bromont. Fait que ça me tente pas d'être désorienté comme je l'étais quand j'ai décidé d'abandonner, que j'étais tombé dans Mestachibo à un endroit où c'est flat puis roulant, tu sais. J'étais tombé, j'avais perdu l'équilibre. Je me disais, moi, je m'en vais monter le Mont-Saint-Anne 2 fois. On dirait que c'est la recette parfaite pour se virer une cheville puis manquer le reste de ma saison. Puis j'avais décidé de pas poursuivre. Puis Julien m'avait parlé de son 100K au Vermont qui avait gagné, mais que ça avait été mentalement une épreuve. Je pense, Julien, tu disais, tout le reste de la saison, tu l'as senti puis ça t'a affecté. Des fois, de persévérer, c'est pas tant physique qui va être un enjeu, c'est le vrai. mental de la game. Tu vas tellement creuser. Tu sais, mettons que tu avais essayé de la finir puis faire 65 km à la marche. C'est beaucoup de temps pour... Tu sais, mentalement, ça aurait pu très bien aller, ça aurait pu ne pas l'être, mais... Ouais, c'est vrai. Tu sais, je pense que l'aspect mental est non négligeable dans une course comme ça. Puis, tu sais, je veux dire, moi, ça m'avait comme... Puis, tu sais, le reste de ma saison m'a prouvé que... Parfait, j'ai bien fait d'abandonner le QMT parce qu'à Ricana, je suis arrivé en shape. Puis Bromont, ça s'est passé plus que parfait de ce que je pensais faire. Fait que ça m'a confirmé ça. Mais tu sais, si ça avait été mentalement... le dernier 30 du QMT avait été hyper difficile. Puis j'étais allé creuser vraiment creux. Puis j'avais fini serré sur le cut-off. Pas de fun pendant les 6, 7, 8 dernières heures. Est-ce que le reste de ma saison serait identique? Je pense pas. Fait que ça m'avait bien motivé quand Jim m'avait dit ça. Puis... Comme je t'ai dit, on n'est pas ici pour juger si c'était une bonne raison ou pas. C'était une bonne raison pour toi à ce moment-là. Point final. Puis, carrément. Puis le reste de ta saison a peut-être prouvé que c'était une bonne chose aussi parce que à quel moment t'as fait bon, ben fuck Arikana, mon objectif principal n'a pas marché, je me revire vers Bromont. À quel moment ça s'est passé, ça? Une semaine après Arikana. Ah ouais? 2 jours? Peut-être 2 jours. J'ai bien fait dire 2 jours. Peut-être 2 jours. Non, mais pour vrai, je dis que j'ai eu une full belle fin de semaine, mais après la fin de semaine, j'étais quand même déçue. Tu sais, c'est plate quand tous tes efforts sont alignés vers un objectif puis que ça fonctionne pas, là, tu sais. Moi, c'est pas juste que ça a pas fonctionné, j'ai pas fait le podium, là, c'est que je l'ai pas fini, ma course. Fait que, oui, j'étais quand même très déçue, puis beaucoup de remises en question, beaucoup de... J'aurais-tu dû pas faire le 125 km parce que, tu sais, oui, je suis quand même nouvelle en trail. J'ai fait 65 km la saison passée, mais je suis quand même une nouvelle dans la trail. Donc, le step était un petit peu haut. J'ai été un peu ambitieuse, mais bref, j'ai essayé quand même. Mais j'étais déçue. Donc, je voulais comme finir la saison sur une bonne note. Fait que je me suis dit, j'ai le goût de faire une course puis d'avoir du plaisir. Objectif 1, c'est avoir du plaisir parce que j'ai tellement pas eu de plaisir à Ricana. Je veux vraiment avoir du fun puis avoir le sourire d'en face. C'est ça mon objectif. Fait que je me suis inscrite à Bromont. Puis ça s'est bien passé? Oui, oui et non. En fait. Non, OK. Intéressant. Ça, c'est drôle parce que oui, j'ai gagné. Là, fait que oui, ça s'est bien passé. Mais j'ai commencé la course. Ça, c'est une des courses que je me suis dit, mon objectif, c'est juste avoir du plaisir. Puis que dès que j'ai passé le départ, j'ai commencé à racer. Tu cours encore dans le gazon, puis l'objectif venait déjà de changer. Oui, on se rappelle que Bromont, le premier 500 mètres, petit gazon. Toi, c'était déjà le mindset, t'es switché, puis t'étais rendu en mode compétitif. Oui, c'est ça. Ben, j'ai vu la fille qui était première, je m'en souviens plus son nom, là, mais une grande blonde, en tout cas. Puis que là, je la voyais toujours au loin, j'ai essayé de la suivre. Puis en essayant trop de la suivre, parce qu'elle est partie quand même sur un très bon pace, j'ai comme pas assez bu d'eau, puis là, j'ai comme
après 15-20 km, j'ai commencé à avoir des symptômes de déshydratation. OK. Fait que gros mal de tête, nausée, je filais vraiment pas. Fait que là, je me suis dit, là, Joanie, c'est pas vrai que ça va se passer de même. Fait que j'ai ralenti, j'ai commencé à boire de l'eau, j'ai pris des pastilles de sel, j'ai rectifié le tir un peu. C'est là que je me suis fait passer par une autre fille, Amélie. Puis là, je me suis dit, c'est pas grave, là, l'important, c'est d'avoir du fun encore une fois. Fait que après avoir rectifié la situation, ça a fini par passer, les symptômes de déshydratation. Je me suis vraiment forcée pour boire beaucoup d'eau. Stéphanie Simpson, elle m'a servi un Coke qui est vraiment... Chez Bob? Oui, chez Bob. Qui est vraiment... Stéphanie, j'ai l'impression qu'elle était partout ce week-end. C'est Moi, vrai, je l'ai vu hein? chez Bob, mais je l'ai revu après ça au camp de Moi base. aussi, Puis... ouais. Mais ouais. Puis en plus, elle est retournée à Montréal entre les deux. Hein? Oui, OK. elle a dormi à Montréal. Puis son chum est arrivé le lendemain. Oui, c'est ça. OK, wow. Grosse fin de semaine pour Stéphanie. Oui, c'est ça. Mais après ça, ça a fini par passer. Fait que là, j'ai rejoint Amélie, OK. qui était deuxième à ce moment-là. Fait que j'étais comme, ah, ben, finalement, c'est pas si pire. Mais là, dans une section très roulante et pas technique, j'ai fait une grosse chute. OK, avec ce qu'on parlait tantôt, c'était un fait vécu. C'est là. ça, c'était un fait vécu. Donc, en ouvrant ma barre tendre, là, vraiment quelque chose de niaiseux, j'ai chuté, puis je me suis fait vraiment mal au genou. J'ai cogné mon genou solidement sur une roche. Puis, ben Amélie, elle s'est retournée, elle était comme, ça va, t'es-tu correct? Je sais pas, je pleurais à ce moment-là. Je sais pas si je suis correcte, là. Mais là, finalement, elle marchait un peu, elle jogue un peu, puis ça faisait mal, mais je me disais, c'est juste à cause de l'impact, tu sais, fait que c'est pas si pire que ça. Fait que... C'est dans quelle section, à peu près? T'es rendu au quel kilomètre? C'est dur à dire, là, les kilomètres sont flous dans cette course-là, mais je dirais à peu près à mi-course. Avant le P7, puis... Ouais. OK. Ouais, peut-être un petit... Ouais, avant On fait beaucoup de roulants entre chez Bob puis le P7. C'est ça, exactement. OK. Fait que c'était là. Puis finalement, ben, j'ai couru un bout avec Amélie. Fait que j'ai rejoint Amélie après ma chute. Puis là, je me suis dit, je vais courir avec elle, ça va être le fun. Puis effectivement, c'est très cool. On a couru ensemble. Puis on a dépassé la première. OK. Fait que ça, c'était quand même encourageant. Puis ça faisait très mal mon genou dans les descentes. Fait que là, j'étais comme, c'est limite finalement mon genou. Mais je me suis dit, c'est correct, finis la course, puis après, de toute façon, t'es off-season. Tu peux être sur l'adrénaline jusqu'à la fin de la course, c'est ça. puis sentir un peu la douleur, mais courir dessus, puis après ça, on réglera ça plus tard. Exactement. Puis je courais avec Amélie pendant un bon petit bout, puis là, à un moment donné, je me suis dit, ben, est-ce qu'on va finir ensemble, ou, tu sais, est-ce que j'essaye de la dépasser? Puis là, je me suis dit, ben, tu sauras pas si t'es capable si t'essayes pas. Donc, moi, je me suis dit, j'ai vraiment mal aux jambes, mais je vais essayer de mettre une vitesse de plus. Donc, sur un bout roulant, à un moment donné, en sortant des sentiers, j'ai décidé de juste accélérer puis essayer de la semer. mais Amélie est super fine. Là. On s'est reparlé après, puis c'est pas... Ah non, mais c'est une course aussi. Oui, puis, c'est une course. Je pense que les décisions de finir main dans la main ensemble dans des courses de trail, ça se prend pas 20 km avant l'arrivée. Non, c'est ça. Tu sais, demande à Ludovic Pomeray, puis je sais pas, Daniel Jung, qui ont fini la diagonale ensemble. Je pense qu'ils l'ont dit, qu'ils se sont comme parlé 1 km avant l'arrivée. Ouais. Bon, ben rendu là, on pourrait finir ensemble. Ouais, mais je pense que c'est une course. Puis... Ben, c'est ça. Je pouvais pas... tu sais, j'avais quand même envie d'essayer. Donc, j'ai essayé, puis ça a fonctionné. Mais c'est sûr que les derniers 20 km, là, j'étais un peu à côté, là, comme on dit. Puis là, c'est à partir de 65, je pense qu'on avait le droit à un pacer. Donc, Julien m'a rejoint, puis il a fait la dernière section avec moi. À partir du lac Gale jusqu'à l'arrivée. À partir du lac Gale. C'est drôle parce que j'ai couru avec Julien comme 2-3 km parce que il était allé dans les sentiers, je pense, un peu avant le lac Gale. On a couru jusqu'au lac Gale ou à peu près ensemble. Puis il me disait justement que tu étais première, puis que ça allait quand même bien. Oui, ça allait comme de bien. fait, je m'avais dépassé, je pense, à 5 km de l'arrivée. Ouais. Puis moi, dans ma tête, je courais, puis je me disais, j'étais encore... Tu sais, ça allait super bien à ce moment-là. Je m'étais dit, je pourrais essayer de faire un bout avec eux autres. Puis là, je vous ai vu me dépasser comme à 5-10 kilos. J'étais comme, moi, il me reste 85. Non. Je les laisse aller, je vous encourage, c'était tout. J'ai secrètement eu le désir de dire, je vais essayer de faire un petit kilomètre avec eux autres, mais je pense que t'es on a mission, puis regarde, il te restait 5 kilos avant l'arrivée, puis Amélie devait pas être si loin que ça non plus. Non, c'est ça. Ben moi, je savais qu'elle était proche, là, fait que je pouvais pas lâcher.
Fait que, non, j'ai vraiment couru, là. Je suis vraiment contente de cette course-là. Je suis vraiment fière parce que je suis vraiment allée loin, là, à quel point je suis capable de courir longtemps puis vite, là. Fait que, d'endurer la douleur aussi. Oui, c'est ça, d'endurer la douleur. Fait que je suis vraiment allée loin dans la douleur, puis je suis vraiment fière de cette course-là. Finale première femme, bien sûr, mais 7e overall. C'est fou, hein? C'est fou. Ouais. En 9h45 pour 80 km, puis J'en ai pas. 80 km avec 3500 mètres de D+. Là. Oui, il y a des c'est portions ça. roulantes, mais c'est la course au Québec qui a le plus de D+. Là. Ouais. C'est une bête, le Bromont Ultra, puis 9h45, si on compare, tantôt on parlait à quel point les Chic Chocs, ça avait été tough, puis première femme dans un field compétitif, 6h46, pour quasiment le double du kilométrage, qui est à 9h45. C'est vite, là. Ça n'a pas de bon sens. Ouais. Sub 10 heures à Bromont, 80. Ouais. Félicitations. Merci. Fait que grosse victoire pour clore la séance. Est-ce que ça met un baume sur Arikana? Oui, vraiment. Mais il reste de quoi aller... Ben oui, c'est une sûr. revanche à prendre. Ben oui, c'est sûr, mais j'ai du pain... comment on dit? J'ai des croûtes à manger. Des croûtes à manger ou du pain sur la planche. Là, je pense que les analogies de Les pain deux. sont possibles. Des croûtes à la planche. Écoute, c'est au choix. Oui, exactement. Donc, j'ai des croûtes à manger, j'ai beaucoup de choses à travailler. Il faut vraiment que je mise sur le repos aussi, parce que, tu sais, le fait que le QMT ait été 4 semaines avant Arcana, je suis pas mal sûre que j'ai pas récupéré de ça. Puis, ben, pas juste que c'était 4 semaines, mais j'ai encore essayé de rentrer des bons entraînements après QMT, puis ça, c'était carrément une erreur, là. Avec du recul, tu aurais Ouais. dû être en mode récup pendant 4 semaines. Ben, peut-être pas récup, mais maintien, Oui. mettons. Tandis que là, tu sais, j'ai Récup, fait une course semaine de maintien, puis ton taper commence déjà, dans le fond. Carrément, c'est ça. C'est que là, j'ai fait, une semaine après Arcana, j'ai fait le Grand Enduro, qui est une course de gravel bike. C'est vrai, vous avez fait ça. Vraiment mortelle, là. C'est vraiment une course vraiment difficile. Puis après ça, ben, j'ai rentré une autre bonne semaine de course à pied, puis je me suis dit, 2 semaines de taper, ça va être correct, mais c'était trop, non, c'était limite. C'était limite. Fait qu'après une première saison éclatante, mais dans laquelle j'ai l'impression que tu as beaucoup appris, c'est quoi tes constats ou c'est quoi les trucs que tu te prends en note pour la préparation pour la prochaine saison? C'est quoi les trucs sur lesquels tu veux travailler? Tu disais que tu as des croûtes à manger ou tu peins sur la planche, hein? Ça passe par quoi précisément? Beaucoup de choses, en fait. Ben, pour la question des blessures, parce que moi, il faut dire que j'ai quand même un bon historique de blessures, là. J'ai vraiment tendance à me blesser souvent. Donc là, je vais faire vraiment beaucoup de renforcement musculaire. Donc, je vais travailler avec Charles Castonguay, qui est un très bon préparateur physique. Fait que je vais faire vraiment de la musculation 2-3 fois par semaine, essayer de préparer mon corps à ce volume d'entraînement-là, parce que oui, il faut courir du volume, mais il faut que ton corps soit prêt à prendre ce volume-là, là. Puis musculairement, c'est vraiment dur qu'est-ce qu'on demande à notre corps. Fait que je pense que l'aspect muscu, j'ai toujours su que c'était important, mais sans un plan précis, c'est quand même dur d'être assez discipliné pour en faire, là. Fait que ce que je me suis dit, c'est je vais prendre un coach pour le renforcement musculaire. Tout qu'un coach. Tu as pris le préparateur physique d'Alex Harvey et de plein d'autres grands athlètes. Oui. La rumeur veut qu'il viendra au podcast bientôt. Ah ouais? Je dis ça. Ça se pourrait qu'on fasse un spécial bière parce que Charles est un grand fan de bière. Bref, c'est des rumeurs qui courent. Ah ouais? Mais c'est cool que tu travailles avec Charles. Oui, vraiment. C'est un bon choix. Oui, vraiment. Puis on est quand même alignés dans notre vision du sport, là. On fait quand même ça pour le plaisir, donc on veut pas nécessairement aller... Oui, c'est sûr qu'on recherche la performance, mais le plaisir avant tout. Ben oui, c'est ça. Donc, mais pour avoir du plaisir, il faut que mon corps soit prêt à... Parce que quand on est blessé, on n'a pas beaucoup de plaisir. Exactement. Donc, ça, c'est un des trucs que je vais travailler. C'est sûr que je vais courir la nuit. Ça, c'est un des trucs que je veux vraiment travailler, mais... je vais aussi respecter les cycles de repos. J'ai pas tendance à me reposer beaucoup, là. Je dis je vais faire une semaine de repos, mais c'est jamais une vraie semaine de repos, là. Donc, ça, je vais vraiment miser là-dessus. Et faire plus de dénivelé. Donc, monter, descendre le Mont-Sainte-Anne, c'est sûr que je vais le faire beaucoup dans l'année qui suit. Et c'est pas mal ça. Continuer à avoir du fun. Ben, je vais dire comme toi, tu as des croûtes sur la planche. Non, mais c'est beau de voir que tu arrêtes d'une saison qui était
tu sais, qui s'est vraiment bien passé quand on regarde le palmarès, mais surtout comment ces courses-là se sont passées. C'est de quoi de finir première, c'est de quoi de finir première avec le sourire aussi. C'est deux choses importantes. Puis d'arriver avec une saison éclatante comme ça, puis d'avoir des devoirs, c'est bon. C'est que, je veux dire, watch out 2022. Ouais. Puis là, déjà, 2022, je voyais qu'en gagnant le QMT 80, on le sait, c'est la particularité du QMT. Là, les gagnants-gagnantes ont quand même des inscriptions à des courses vraiment intéressantes. Kim me parlait de la Réunion, est allé pour ça. Oui. Après avoir gagné le QMT 110. Dans ton cas, en gagnant le QMT 80, toi et Jean-Philippe Thibodeau, que lui a remporté le QMT 80 avec un record du parcours. On se rappelle, dans une année, comme on le parlait, plus de sentiers, moins de roulants. JP avait gagné avec un record du parcours. Ça vous donne un accès au championnat du monde combiné de courses en montagne et de courses en sentier en Thaïlande en février prochain. Et ça te donne un accès au Swiss Canyon Trail du 3 au 5 juin 2022 en Suisse. Est-ce que tu vas aller participer à ces deux courses-là? Oui, monsieur. Oh yeah! Fait que février, la Thaïlande. Mais ça a été reporté. OK. La Thaïlande s'est reportée en novembre 2022. Ah, fait que t'as du temps. J'ai du temps. Toi qui avais pas, j'ai pas vu aussi que t'as été, il y a un Ironman reporté en 2023-24, là, je sais pas trop. Écoute, ta saison est faite jusqu'à 2025. Ben hein? oui, c'est ça. Non, je me suis qualifiée pour les championnats du monde de demi-Ironman en 2019. OK. Puis ça ne cesse d'être reporté. Donc, c'est reporté en 2024. Ça, c'était à Kona? Non, c'est les demi-Ironman. Donc, OK, c'est demi-Ironman. c'est en Nouvelle-Zélande. OK. Bon, Ouais. c'est pas super. Ouais, mais là, rendu là, je sais pas. 2000. Je sais pas, ça va être quoi ma vie, là. Peut-être que je vais manger bien des beignes, là, rendu là. Oui, c'est ça. J'ai comme un doute de ça. Mais... Fait que Swiss Canyon Trail, tu fais quelle distance? Je vais faire le 111, la plus grande distance. Malade. Fait que tu t'en vas en Ouais. juin prochain en Suisse. Ouais. Fait qu'on comprend que juin prochain, tu feras peut-être pas Trail Clinique du coureur puis QMT. À QMT, peut-être. Oh! QMT, 3 peut-être. semaines, 4 semaines plus tard. Mais peut-être pas les longues distances, par exemple. Mais c'est correct, ça. Je t'ai Mais- dit, j'ai eu beaucoup de fun sur le QMT 6. Oui, mais en fait, QMT, peut-être que je vais être là comme pacer. Oh! Bon, Julien fait dire chut. Fait qu'il va falloir que je l'invite pour étirer cette information-là. Est-ce que Julien, après avoir parlé de l'attrait des courtes distances à l'épisode 24, se lancerait dans du long? Je sais pas, peut-être qu'il a changé d'idée. On le mettra pas mal à l'aise. Je vais être obligé de l'inviter lui aussi en solo. Là. Ce sera une occasion de re-souper ensemble. Bon, C'est mon influence sur lui, c'est ça. ben c'est correct. Mais moi, j'ai aimé ça cette année parce qu'on en parlait tantôt. D'une part, toi, t'es comme rentré dans son monde. Julien, ça fait, j'ai l'impression, ça fait 10 ans que tu fais de la trail, ou en tout cas, 7-8 ans que tu fais de la trail à un haut niveau. 10 ans. Là, tu as eu ta première saison complète de trail. Puis moi, j'ai adoré son commentaire. Je pense qu'il avait partagé une photo de toi qui gagnait le QMT 80 en disant « L'élève dépasse le maître Oui. ». Et inversement, Julien a fait le Canada Men, que on disait tantôt, tu as eu 3 podiums Oui. là-bas sur le Canada Man-Woman. Puis une solide 6e place, c'est ça? Cinquième, Place. bref, une performance complètement folle Ah en oui, triathlon. Félicitations, Julien. Il fait dire qu'il est un wannabe, mais c'est le fun de voir cette croisée-là de Julien. Ouais, Est-ce que c'est Julien, on va le vraiment voir le sur fun. des longs triathlons ou il va retourner à la trail? Oh non, je pense que non. Non, je pense que c'était comme un défi pour sortir de sa zone de confort qu'il a vraiment apprécié, puis c'était vraiment le fun, mais il va rester dans sa zone de confort. Donc, on t'attend au QMT, Joanie, comme pacer en 2022. C'est ça Ah, que je comprends. Peut-être. Voilà, Ça c'est va être dit. quand même une longue distance. Je dis ça de même. Ben, là, pour des pacers, c'est juste sur le 110 oui, ou le c'est 100 000 que ça se fait. Fait que, Ah, en tout cas, l'histoire ne le dit ça pas. circonscrit un peu les distances. Est-ce que ce sera le 110 ou le 160? À suivre. Ah, si. Sinon, ta saison, ça ressemble à quoi l'an prochain, à part ces deux courses-là? Est-ce que tu as déjà des choses de prévues? Est-ce que c'est l'an prochain que la revanche à Ricana se passe? Possiblement, OK. ouais. Très fort probablement, en fait. Intéressant. Est-ce que tu as Ouais, autre chose donc- en tête pour l'an prochain? Ben, la Suisse puis Arikana, c'est déjà deux très grosses courses. Donc, je vais essayer de pas trop en faire, là. C'est sûr que j'aime vraiment ça faire des courses, fait que j'ai tendance à trop m'inscrire à des affaires, mais je pense que je vais me concentrer là-dessus. La Suisse, Arikana, les championnats du monde, parce que c'est quand même un 80, le championnat du monde, OK. en Thaïlande. Et QMT, ben c'est ça, peut-être Pacer. L'UTCC, je vais fort probablement refaire le 45, qui est maintenant un 45. Et non Ils l'ont un annoncé 43. 45, c'est ça? Hein? Ils ont rectifié le tir. Donc, juste parce que j'adore cet endroit, j'adore ce parcours, c'est juste magnifique comme endroit. Puis il y a aussi à 26 km du Mont Zalibu, à l'UTCC, OK. qui est le dimanche. Oh. Donc, peut-être que je ferai le Une combinaison. combiné. Ouais.
Intéressant. Ouais. Ça, c'est 2 semaines après le Swiss Canyon Trail, c'est ça? Non. Le Swiss Ah, c'est Canyon Trail, vrai! c'est début juin. UTCC, ils ont changé, parce que j'avais UTCC en juin en tête, mais ils l'ont changé au mois d'août, Ouais, c'est ça? c'est le 19 août. Ça, c'est vraiment cool, parce que j'ai l'impression que pour les gens de cette région-là, ou juste pour n'importe quel coureur, coureuse au Québec, l'UTCC puis le Gaspésia étaient back-to-back 2 semaines consécutives. Fait que c'est un peu débile de faire les deux. Je suis sûr qu'il y en a qui l'ont fait. Anne Bouchard l'a fait d'ailleurs, mais ça se fait. Mais tu sais, quand tu veux profiter de ces 2 courses exceptionnelles-là, c'est le fun qui a déplacé l'UTCC. Fait que là, moi, j'avoue que rendu au mois d'août comme ça, c'est parfait. Intéressant. Mais sinon, après la Swiss Canyon Trail, on va faire le tour du Mont-Blanc, donc le parcours du TMB, mais en fast-packing. OK. Un peu comme ce que Mathieu Blanchard avait fait avant le TMB. Très intéressant. Donc, ça, c'est cool. Moi, je suis jamais allée courir dans ce coin-là. Je suis jamais allée dans ce coin-là, point. Donc, j'ai hâte de voir les Alpes. Je suis vraiment contente de faire cette trip-là. Des beaux projets. Puis sinon, on aimerait ça faire le Trans-Charlevoix. Oh! En fait, Julien fait le Trans-Charlevoix, mais on aimerait ça faire quand même un grand trip de fast-packing sur plusieurs jours. On n'a pas eu de nouvelles tant que ça, en tout cas dans le public, par rapport à Ricana qui parlait du Trans-Charlevoix. Vous, est-ce que c'est dans le cadre de l'événement ou ce serait vraiment en mode off? Moi non, parce que je vais probablement faire le 125. Okay. Mais Julien, oui. Mais je pense qu'il pense le faire avant. OK. OK, il est impliqué. Bon, Julien est venu ici juste pour nous teaser des choses puis rien dire, finalement. J'ai le plaisir d'être dans le comité qui va organiser le Trans-Charlevoix. OK. Puis, ça se met en branle tranquillement pour 2022. Intéressant. Il y a eu des rumeurs, ou en tout cas, il y a eu un sondage qui avait été fait de l'organisation de l'UTHC, je pense, l'année passée, dans le courant de l'été, avec la possibilité de faire un Trans-Charlevoix, donc un parcours par étape de 4 jours de 42 km. À l'époque, c'est ce qu'ils teasaient, en tout cas, c'est ce qu'ils testaient comme idée dans le sondage. Je pense que c'était pas dans le cadre de l'Ultra Ricana, c'était pas le même week-end, c'était avant. Donc, à voir qu'est-ce qu'ils vont annoncer de ce côté-là. Mais à suivre, je pense que c'est un concept vraiment le fun de stage race qui n'y a pas vraiment au Québec. Il y a le Transvalley qui revient peut-être l'an prochain. OK. Mais en fait, il avait confirmé qu'il revenait cette année. Avec la pandémie, ils sont revenus, mais c'était juste une journée. Bref, il y a en Gaspésie, il y a le Trans-Gaspésia, mais transpercé en fait. Mais c'est un concept nouveau, super intéressant de la part de l'organisation de l'Ultra Ricana. Fait qu'à voir si ça va avoir lieu. On dirait que Julien est au courant de certaines affaires, mais encore là, écoute... Ouais. L'homme mystérieux aujourd'hui, Julien. Ouais. Merci. Et toi, ta saison, Yannick? Moi, ma saison, je m'en vais à Black Canyon en février. Puis j'ai l'impression que chaque jour, j'apprends que de nouvelles Québécoises s'en vont à Black Canyon. Ah ouais? Écoute, j'ai su plein de noms. Qui? Je ne vais pas les nommer parce que ça leur appartient. Mais moi, je le sais que j'y vais. Puis qu'avec Guillaume Audette, Étienne Dugas et Elliott Cardon, on s'est loué un van. Donc, on s'en va passer, je pense que c'est 8 ou 10 jours en Arizona. Wow. Le défi sera de faire un vrai taper, alors que là, on va avoir un van. Et l'objectif, en fait, du van, c'est de pouvoir se parquer au trailhead puis se lever le matin et d'aller courir. Bon, Elliott, il va pour le Golden Ticket au Black Canyon. Les 3 autres gars, nous, on y va pour le fun de faire un 100K en hiver. Fait que peut-être qu'on va se laisser tenter par une grosse semaine avant dans les trails. Mais j'ai su que Reed Cool-Asset s'en va le faire aussi, donc le gagnant du QMT 110. On se rappelle, un marathonnier de 2h09, 10. Donc, il va être là sur 100K. Sur 110K, il est extrêmement rapide. 120K dans son cas sur le QMT. Ouais. Après ça, Sarah Bergeron-Larouche va être à Black Canyon. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, ou puis je couperai ce bout-là. Oui, c'est ça. Puis d'autres gens que je ne nommerai pas, que je ne mettrai pas dans l'embarras parce que ça leur appartient de pouvoir le dire. Mais ouais, une belle gang de Québécois au Black Canyon. Cool. Moi, j'y vais vraiment pas pour un Golden Ticket, j'y vais pour le plaisir. Ça va être vraiment trippant en plein hiver d'aller courir en Arizona comme ça. Je l'ai fait 2 fois, ça va être ma 3e fois d'ultra en hiver, fait que ça va être cool. Puis sinon, c'est la CCC. Ça prend un Golden Ticket? Ça prend un top 2. Oh, boy, ouais. OK. Ouais. Il y a 2 Golden Tickets, les top 2 hommes, top 2 femmes. OK. Donc, même l'année qu'Elliott l'avait eu, il avait fini 3e, mais il y avait Aiden Hawks qui avait gagné le Black Canyon, qui avait déjà son ticket pour Western. Fait que dans ce temps-là, les Golden Tickets descendent. Okay. C'est pour ça que Mathieu Blanchard va être à la Western State cette année. Il a fini 3e à l'UTMB, mais je pense que... Je sais pas si c'est François Den ou le 2e qui ont décidé de refuser leur Golden Ticket, mais l'UTMB est devenu une course Golden Ticket. OK, ouais. Donc, voilà. Sinon, j'ai la CCC. C'est comme mes 2 courses, 200K.
Sinon, c'est sûr que je prends ma revanche du QMT 110. C'est prévu, je pense, le lendemain de la course ou le surlendemain, quand ils annonçaient les inscriptions, je me réinscrivais. Ben oui. J'avais vraiment d'autres plans. J'avais été pigé pour la Big Wolf Backyard. C'était ça mon plan d'été entre Black Canyon et la CCC. Mais là, quand j'ai DNF, j'ai fait bon, faut que j'y retourne. J'ai écrit à Yvan. J'ai dit, Yvan, je vais aller faire du bénévolat à Rivière-du-Loup. Ça va me faire plaisir. Mais je refuse mon inscription au Big Wolf. Je m'en vais retenter ma chance sur le QMT. Ben oui. Puis c'est ça, je vais faire la trail de la Clinique du Courage. J'ai vu qu'ils ont commencé à teaser qu'il allait avoir un 50K l'an prochain, le retour du 50K. Je sais qu'ils font des nouvelles trails dans le coin du Malstrom pour le 50K. Donc, ça va être ça. Puis, je me suis inscrit hier ou avant-hier à l'UTHC 42 Saint-Siméon, juste parce que je vais être de retour pour l'UTHC TV. Puis je me suis dit, là, je courrais pas le samedi. C'était intense, les 2,42. Ben, Julien, tu l'as fait, là. C'était intense. Moi, avec l'UTHC TV, c'était cool, mais c'était comme... J'ai profité et pas tant profité de ma fin de semaine. J'ai vraiment adoré, là, on s'entend, c'est que du positif, mais j'ai l'impression d'avoir été à moitié dans mes courses puis à moitié dans l'UTHC TV. Là, l'an prochain, je fais l'UTHC TV all-in, mais le dimanche, quand ça se termine, je vais aller refaire Saint-Siméon, qui est un parcours c'est beau, là. complètement fou. J'ai adoré. Je sais que vous l'avez fait, vous, en préparation, puis après ça, ben Julien, tu l'as fait, mais... Super beau parcours. Puis j'ai comme le goût de l'essayer. Bon, je vais être 2 semaines après la CCC, fait que je peux pas dire que je serai à 100%, mais ça a été une course difficile cette année parce que c'était le lendemain du 42, c'était le lendemain de l'UTHC TV. Là, d'arriver un peu plus frais puis d'en profiter vraiment, d'avoir du fun. Le premier 20K, j'ai pas eu de fun juste parce que j'étais pas réveillé. J'étais encore endormi pour vrai. Je courais puis j'étais endormi. J'ai pris un coke puis c'est reparti. OK. Et le coke. Fait que c'est ça. Puis j'ai quelques options de 100 000 pour la fin de la saison. Ah ouais? Mais, CCC, c'est l'objectif numéro 1, d'aller à Chamonix puis de faire cette course-là. Mais j'ai comme ciblé 3-4 100 miles d'octobre, novembre. Non. OK. Non. Peut-être Bromont, mais j'ai d'autres options. Tu referais Bromont? Je referais Bromont n'importe quand. Ah ouais? Ça a trop bien été. Il faut que j'aille souffrir un peu là-bas. Non, je niaise. Non, mais ça a vraiment bien été. J'ai le goût de le réessayer, mais... Non, j'ai d'autres options en tête, des trucs plus... Je vais me laisser un peu de temps, CCC puis Bromont, c'est quand même back-to-back assez rapidement. Je sens que je vais être pété de la CCC parce que c'est ça, c'est beaucoup de dénivelé pour pas beaucoup de kilomètres. Fait que... Non, je regarde, j'ai quelques options, notamment une course que Charles a faite, Charles Castonguay, dont on parlait, qui a faite en Alabama. Fait que, tu sais, une couple de trucs que je check, mais... à suivre. Si je finis ma saison avec la CCC puis Saint-Siméon, ça va être parfait aussi. OK, là. Ça va être comme dernière minute. Un peu. C'est ça, ça sera un choix de dernière minute. Puis, tu sais, moi, j'ai comme mis mon nom dans le chapeau pour la Western cette année, sachant qu'on a très peu de chance la première année. Fait que le but, c'est de faire une course qualificative chaque année. Donc, l'an prochain, j'ai le QMT, j'ai Black Canyon, j'ai la CCC, puis j'ai potentiellement ces 100 000-là qui sont tous des courses qualificatives. Fait que je me garde des options parce que tes points pour une course valent pour 2 ans. Fait que je me dis, si je fais comme 4 courses qualificatives de la Western en 1 an, l'an prochain, je pourrais ne pas en avoir à mon calendrier puis quand même pouvoir remettre mon nom dans le chapeau. Fait que toi, la Western, c'est... Juste pour le fun. C'est mythique, la Western. C'est le premier 100 000 qu'il y a jamais eu. Je passerai pas là par la Black Canyon avec Golden Ticket. Fait que je me dis, essayons. Je vois Éric Dehaye, qui est mon coach, mais Éric Dehaye, je l'ai reçu au podcast, puis il est allé faire Arikana cette année après le QMT qu'il a abandonné avec sa femme, Lisanne, juste pour... Je sais pas, il est rendu à combien d'années? Je pense que ça fait 5 ou 6 ans qu'il y a une course qualificative. Fait que, tu sais, il est rendu avec une vingtaine, trentaine de fois son nom dans le chapeau. Là. Plus tu l'essayes, ton nombre double à chaque fois. Fait que la première année, tu as un ticket dans le chapeau. La deuxième, 2, 4, 8, 16. Fait que, tu sais, ça dédouble comme ça. Fait que je le vois aller. Jamais eu. Non. Mais là, il est rendu à 5 ou 6 chances. Il a fini à Ricana, fait qu'il a son Golden Ticket. Pas son Golden Ticket, mais sa course qualificative. OK, je comprends. Je pense que ça peut être très long. Je pense que ça peut être genre 10 ans. Mais c'est un peu pour ça que tout le monde veut vraiment y aller, parce que c'est comme vraiment difficile d'y aller. Il y a cet aspect-là. L'UTMB, je pense qu'il est tough, mais n'importe quel coureur qui persiste, bon, là, le processus change, puis c'est peut-être plus difficile. C'est plus difficile maintenant, mais dans le temps, n'importe qui a essayé d'y aller après 2-3 ans avec ton nom dans le chapeau, ça marche. Là. Il y a 2500 personnes sur le départ. Là, tu en as 340, 325. C'est fou. Ça peut être long. Fait que c'est ça ma course. Écoute, ça fait 1h20 qu'on parle. Il y a un truc que je voulais jaser parce que je voulais en parler avec Kim, ça n'avait pas donné. Je voulais en parler avec d'autres coureuses. Puis, je le disais tantôt, tu as fini 7e overall à Bromont.
c'est le cas qu'on a vraiment beaucoup vu cette année. J'ai l'impression que 2021 va avoir été l'année où plein de femmes ont percé ces top 10-là. Tu sais, historiquement, la femme qui gagnait Western State finissait 25e overall. Là, cette année, Western State a 3 femmes dans le top 10, 9 femmes dans le top 20. L'UTMB, Courtney qui finit 7e overall. C'est complètement fou, c'est du jamais vu. C'était déjà arrivé une fois dans l'histoire, une femme dans le top 10. Là, c'est Courtney qui finit 7e. L'UTHC, tu as eu 2 femmes dans le top 5. 5 femmes dans le top 15, c'est comme complètement fou. Tu sais, je veux pas dire n'importe quoi, mais je pense qu'il n'y avait jamais eu de femmes dans le top 10 sur le 125 Arikana, ou en tout cas, c'était peut-être arrivé une fois. Là, tu en as 2 dans le top 5, 5 dans le top 15, c'est fou. Toi, t'entres là-dedans avec ta 7e place à Bromont, puis même tes autres courses, t'es 11e overall, 12e overall, c'est complètement fou. C'est quoi, ça fait quoi d'entendre ça, ce palmarès-là de femmes qui ont percé ces top 10-là? Qu'est-ce que ça dit sur notre sport, puis comment, toi, c'est une fierté de voir ça aller? Ben oui, vraiment. Mais c'est une fierté aussi d'en voir de plus en plus là, des femmes dans le sport parce que, tu sais, je faisais du triathlon, mais je faisais beaucoup de vélo aussi, puis on n'en voyait pas beaucoup des femmes dans le sport, puis de plus en plus on en voit, puis plus on en voit, plus on est inspiré par ces femmes-là. Là, tu sais. Moi, Courtney, elle m'inspire énormément. Anne, Stéphanie, tous ces gens-là, ils m'inspirent, puis ça amène plus de femmes à essayer, tu sais. Puis plus il y en a, plus on a de chance de se rendre dans les top 10, dans les top 15. Fait que je pense qu'il y en a beaucoup plus qu'avant. Puis, tu sais, historiquement, moi, je viens de... Tu sais, j'ai fait ingénierie, puis on était 10% de femmes dans le programme. Puis, je me suis comme habituée d'être dans un milieu qui est majoritairement masculin, mais je vois un peu c'est quoi l'importance de prendre sa place. Là, tu sais, oui, on est dans un milieu majoritairement masculin, mais on a notre place là, on peut faire des belles performances aussi, oui, contre les femmes, mais on peut bien se classer, surtout dans les épreuves d'endurance, contre les gars. Fait que c'est toujours le fun de voir que moi, les hommes, je dépasse tout le temps à la fin. Ah ouais? Oui. Fait que dans le dernier quart de la course, là, à Bromont, j'étais avec Julien, puis on a dépassé plein de gars, là, tu sais, c'est comme... Puis c'est là qu'on est le plus forte parce que physiologiquement, on est fait pour être super endurante. Fait que exact. Je pense que c'est juste vraiment, vraiment le fun de faire partie de ça. Puis plus il y en a, plus on est inspiré, plus on inspire les gens. Fait que c'est comme on est dans le cercle d'inspiration. Je pense que c'est vraiment cool d'en faire partie. Ah oui, tout à fait. Puis toi, tu as vécu ta première saison de trail. Est-ce que tu sens que les organisations font assez pour positionner les femmes dans leurs courses puis offrir, parce que il y a des choses qui se passent aux États-Unis, tu sais, les Trail Sisters, puis est-ce que tu trouves que les courses au Québec font assez pour attirer des femmes dans leurs courses? Ben, je pense qu'ils en font beaucoup, honnêtement, tu sais, je pense qu'ils valorisent beaucoup entre autres dans les médias sociaux, etc., puis je trouve ça super le fun, parce qu'on voit toujours, je trouve quand même les femmes autant valorisées que les hommes dans les courses de trail, ce qu'on voit pas dans tous les sports. Là. Fait que je trouve que c'est super bien. C'est sûr que tu peux toujours faire plus là, pour l'équité homme-femme, mais entre autres, puis je l'avais posté à un moment donné dans mes stories, c'est offrir des produits d'hygiène féminine dans les ravitaux. Puis ça, c'est un petit truc, là, c'est super facile à faire. Mais c'est un truc qui pourrait peut-être rendre les courses un peu plus inclusives envers les femmes. Parce que, honnêtement, moi, toutes les courses que j'ai faites cette année, j'étais dans ma semaine quasiment. Bon timing. Oui, c'est ça. Tu sais, si tu as 4 semaines d'intervalle, ben, c'est pas mal ça, le cycle féminin. Là. Fait que juste offrir ça, ça serait un truc vraiment facile à implémenter qui pourrait bonifier un peu l'offre. Mais par contre, je trouve qu'ils font vraiment bien là, pour valoriser les femmes. Mais tu peux toujours faire plus. Voilà, on peut toujours faire plus. Ouais. Donc, mais je pense que nos courses au Québec, on se concerne de plus que... Même aux États-Unis, il y a eu beaucoup des mouvements, puis il y a le mouvement des Trail Sisters, puis il y a certaines courses qui ont comme cette espèce de badge-là qui veut dire que quand tu as une course qui a le badge, tu sais, souvent tu as le poster, pas le poster, mais tu sais, le visuel de l'événement, puis tu as des tags. Oui, fait que oui, UTMB Qualifier, puis Western State Qualifier, puis Trail Sisters, c'est quelque chose aux États-Unis qui est de plus en plus populaire, mais je pense qu'il y a beaucoup de courses là-bas où, tu sais, comme tu le disais, c'est aussi niaiseux que de promouvoir autant ton podium masculin que féminin. Oui, on parlait de la 7e place de Courtney Dauwalter.
Celle qui avait eu une 7e place avant, c'était Rory Bozio en 2012. Puis à cette époque-là, elle a gagné l'UTMB 2 ans en ligne. T'sais, une performance américaine qui torche tout le monde. Elle avait gagné avec des records de fou. Puis elle avait décidé de plus y retourner à l'UTMB en leur disant tant que vous faites la promotion du top 10 masculin puis seulement du top 3 féminin, je reviens pas. Puis ça a pris du temps, puis ils ont finalement bougé, mais l'UTMB, le lendemain de la course, faisait sa grande célébration. Il y avait 10 hommes sur le podium. Ton podium plus les 7 autres gars pour faire voici notre top 10. Ouais. Puis les femmes, c'était un top 3, un top 5. T'sais. Ben voyons. Mais tu sais, c'est une autre époque, on recule de 10 ans. Mais ça prend des fois des choses comme ça. Puis je pense qu'ici, même les médias comme Distance Plus couvrent autant les courses de la même façon. Puis c'est une bonne chose. On leur envoie un coup de chapeau parce que il y a ça. C'est aussi niaiseux que dans le traitement. Aussi niaiseux que de recevoir, autant promouvoir des coureuses que des coureurs, c'est la base, mais c'est un effort à faire puis c'est nécessaire. Là. Ben oui, vraiment. Puis c'est sûr que ça peut paraître plus impressionnant, les hommes que les femmes parce qu'ils vont plus vite ou whatever. C'est pour ça que le hockey masculin est vraiment plus regardé que le hockey féminin parce que ça va plus vite, c'est plus impressionnant. Mais tu sais, en réalité, c'est pas plus impressionnant. Mais non. C'est 50% de ta population que tu promouvois pas. Au final, 51% de ta population officiellement. C'est ça. Ben, intéressant. Merci de ton temps. Ça fait plaisir. C'est le fun de recouvrir cette saison-là chronologiquement, de cet orteil cassé, pas cassé, jusqu'à la victoire à Bromont. C'était super intéressant. Merci à toi. Ben, tu le sais, on finit tout le temps avec les questions éclairs. Puis t'es la première qui revient au podcast, mais qui n'avait pas fait les questions éclairs. D'habitude, j'ai comme un deuxième test, un deuxième quiz. J'aurais pas dit boire une bière à 8 %. Parce que là, il y a un record en jeu. Puis là, c'est un record qui commence à avoir beaucoup de monde. Parce que là, en première place des questions éclairnac, le FKT, c'est 3 femmes. Donc, Maïka Lamoureux, Kim Godette et Anne Bouchard qui partagent la 3e place. C'est quand même un beau trio. 14 secondes. Chez les hommes, ben, c'est Samuel Poher et Jimmy Gobeil qui partagent en 15 secondes. Fait que là, je sentais que 5 personnes à nommer. Fait que là, j'ai besoin de gars pis filles qui viennent battre ces records-là parce que là, je vais faire mon possible pour t'aider. À les nommer. Donc, 14 secondes pour 10 questions, ça va vite. Là, il faut que tu les dises vite. Je le sais, sinon je vais me le faire dire. J'ai reçu des messages. Julien fait dire qu'ils ont pratiqué. C'est pas vrai. Donc, attends. Faut moi aussi, là, faut que mon delivery aille vite parce que sinon je vais me le faire dire. Oui. Tu me dis quand t'es prête? Go. Route ou trail? Trail. QMT ou Arcana? QMT. Poutine ou pizza? Pizza. Pulsar ou Sensate? Pulsar. Questionnaire vanille ou chocolat? Vanille. IPA ou stout? Hein? IPA ou stout? IPA. Gaspésie ou Zestri? Gaspésie. Roulant ou technique? Roulant. Automne ou hiver? Hiver. Triathlon ou trail? Trail. 12 secondes! Très fort! Écoute, même en s'accrochant dans IPA ou Stout, 12,9 secondes. Oh my God! On a la preuve. Voilà. Donc, yes. la firme La Chance Panton qui regarde le podcast confirme 12,9 secondes. Ouh, c'est stressant. Ben, Kim, Anne, Maïka, je vous félicite. Votre record a tenu longtemps, surtout pour Maïka et Anne. Ça remonte à juin. C'est vrai. C'est fini. Joanie, je vais te nommer les prochains épisodes. Hey, cheers, j'ai même plus de bière. Je vais juste d'ouvrir une deuxième. Donc, on voit qu'une canette de 473 ml à 8 % d'alcool ne m'empêche pas de dire rapidement ces 10 questions-là. D'habitude, je suis capable de revenir avec les gens sur « Hey, telle réponse. » J'ai aucune idée que tu as répondu. Je me n'en plus, mais je pense que tu as dit roulant ou technique, puis j'ai dit roulant, mais c'est clairement technique. C'est parce que ça roulait vite comme quiz. Là. C'est ça qui... Là, à vitesse que ça va, on répond rapidement. Ça battra jamais Jeff Cochon, épisode 4, qui répond à route ou trail, route, parce qu'il va aller trop vite. Il fait juste répondre toujours la première. Ouais, c'est ça, dans le fond, c'est ça le truc. Le premier choix. Et la poutine ou pizza, t'as répondu quoi? Pizza, mais j'ai vraiment hésité. Ah, ben là... Mais j'aime vraiment mieux la pizza. Ouais, de toute façon, à soir, c'est ce qu'on mange. C'est ce qu'on mange, la pizza. Parfait. Ben, félicitations pour ton record. Félicitations surtout pour ta saison. Merci. Vraiment très intéressant, impressionnant à suivre. Merci beaucoup. Donc, merci à tout le monde qui nous a écoutés. La semaine prochaine, je peux déjà l'annoncer parce que c'est presque déjà enregistré. Mais je reçois une athlète olympique que tu connais bien parce que tu as partagé 3 podiums avec elle. On l'a parlé plus tôt. Lynn Bessette sera au podcast. Oh my God, Lynn, mon idole. Donc, Lynn qui a, un parcours olympique, a fait des raids d'aventure, a fait du triathlon, mais c'est une solide coureuse de trail. On se rappelle qu'au Gaspésia, au Transpercé 100 cette année, c'est elle qui a remporté les grands honneurs. Puis genre, elle a fait des top 5 overall à chacune des étapes. C'est une solide coureuse de trail aussi. Ça va être super intéressant.
Une ancienne politicienne qui vient de se Ben retirer oui. de la vie politique. Beaucoup de choses à jaser, donc je peux le dire. Lynn sera ta successeur à Pas sorti du bois la semaine prochaine. Lynn est incroyable. Tellement une bonne athlète. Mais- Incroyable. Pendant que je t'ai ici, as-tu une question que tu veux que je pose à Lynn? Une question pour Lynn. C'est une bonne question. Comment tu fais pour rouler aussi vite en vélo? Parfait, je lui demanderai la question. J'en ai pas de plus profonde que ça en ce moment, mais Lynn, c'est parce qu'elle roule tellement vite en vélo. Là. Au Canadaman, elle m'a passé comme si j'étais arrêtée. Ah ouais? Ça n'a pas de bon sens. Je suis sortie avant elle de l'eau parce que c'est... Premièrement, elle nage pas. Là, elle va faire le Canadaman sans nager du tout ouais? avant. Puis Elle se reprend sur le vélo. Elle se reprend sur le vélo. Elle roule tellement vite. Elle roule le 180 kg du Canadaman à 30 km/h de moyenne, mais il y a tellement dénivelé dans cette course-là, ça n'a pas de bon sens. Fait que oui, vraiment une solide cycliste et athlète en général. Yes, donc ça sera ma prochaine invitée. Mais d'abord, merci à toi pour la belle discussion, c'est vraiment le fun. Merci à toi aussi. Comme d'habitude, je remercie David Hébert qui signe le design graphique du podcast. Je remercie Fred Desroches qui signe le thème musical. Je remercie la belle gang de NAC qui est partenaire officiel du podcast depuis l'épisode 1. On est rendu à 66, donc on a mangé des bons NAC depuis ce temps-là. Mon nom est Yannick Vézina, je vous dis à la prochaine tout le monde pour ce prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail. Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 66e épisode de Pas sorti du bois. Je vais recommencer. Pas sorti du bois, présenté par les bas Drive Max. Prise 2, hey, c'est la première fois que je commence un épisode puis j'arrête. Bon. On va pouvoir le garder pour la fin. Après le générique. Ça, tu mets un bloopers. Pas sorti du bas. Merci à Azix pour mes bas de la journée. By the way, je recherche un commanditaire de bas. Compresse pas, non? Non, CEP. Oui, c'est vrai, moi aussi, c'est des CEP que j'ai. Toi, t'es avec CEP? Ouais. Non, on n'est pas avec, mais Non, mais je dois vous porter, ouais. Ouais. Team CEP. Ouais. Êtes-vous prêts? Prise 3. Quand tu veux.